J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Monsieur Basile et on se l'était dit, qu'on allait se remettre dedans, qu'on allait se refaire un épisode parce que, voilà, on a fini un peu sur un. Je sais pas ce que t'en penses, Basile, mais tu sais, on sait qu'on aurait pu donner, mais les sujets qu'on a abordés, on les aimait trop. Comment ça va, Basile? Dimanche matin. Ça va très bien, Mehdi. Merci de me recevoir à nouveau. Effectivement, on est resté sur notre fin la dernière fois. On n'avait pas envie de quitter le studio. On s'est dit, écoute, on va reprogrammer un créneau. Et donc, nous voilà, on va dire, déterminés à poursuivre ce qu'on avait commencé. Ok. Toi, ça va bien? Comment ça se passe? Franchement, ça va, ça va. On est en mode marin en eau trouble, charbon, mais c'est ce qu'il Donc, faut. vrai marin, quoi. Ouais. Un vrai marin. Vrai, Pas vrai marin marin. d'eau douce. Ouais. Et je pense que c'est là où tu builds vraiment. Et tu sais, c'est quand t'es en eau trouble que tu te dis, ah, il y avait un problème dans tel endroit du bateau. Ah, là c'était pas aussi solide que ce que je pensais, etc. Très vrai. Très vrai. C'est dans la tourmente en fait, c'est dans la tourmente que la vérité se manifeste un peu dans tous les plans de ce que tu fais. La vérité dans le sens, ah, j'avais pas vu que ça s'était pas bien réglé. Ah, j'avais pas vu que ça c'était aussi solide aussi, parce qu'il y a pas que des trucs négatifs. Des Le fois, tu t'es downside, ouais. surpris par la résistance d'un truc que t'as fait. Et ouais, donc t'es dans une période t'es dans le triangle des Bermudes en ce moment. Ouais. T'es un peu obligé de tenir la barre vraiment fort et de t'accrocher. Et en plus, t'es dans ce truc de. euh, je sais pas toi, mais typiquement, Mhm. on n'a pas toujours un cercle d'entrepreneurs comme nous. Souvent, euh, il y a aussi ce phénomène d'entrepreneuriat de grosse solitude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le Ouais. sens où, Oh, tout à fait. sauf Ouais. quand t'es dans certaines structures où t'es vraiment full entouré et tout, euh, bah souvent, t'es dans ce truc de, bah t'es un peu seul dans ton délire. T'es un peu le fou du bus, tu vois. Mhm. Et t'as des problématiques qui ne sont pas communes. Par exemple, tu vois, euh, t'as des problématiques qui sont liées vraiment aux entrepreneurs. Par exemple, aux gens du sales. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu viens du Mhm. sales, ou que t'as fait du sales, tu peux très vite te dire, je suis à zéro, puis très vite te refaire. Et pour plein de gens, le fait d'être à zéro, mais c'est gros downfall. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chaud pour toi, machin. Réveille-toi. Mhm. Et je trouve que c'est pas facile d'avoir. Enfin, c'est pas facile. Euh, Pressure is a privilege, tu vois. Donc la pression, on sait que c'est un privilège. Mais des fois, tu sais pas comment le vivre. Parce que tu sais pas si c'est toi qui es délusionnel, c'est toi qui es à côté de la plaque, mais là, mais frérot, réveille-toi, il y a un problème. Mhm. Ou est-ce que, ouais, c'est le process, c'est normal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, Ouais, ouais. Je pense que tu parles de l'acceptance de l'épreuve plutôt que de la résistance à l'épreuve. Alors, le problème, c'est que on peut vite faire interpréter ça aux gens dans le mode accepter l'épreuve, c'est se la manger pleine tronche et dire allez, c'est le karma, c'est la vie, roule-moi dessus. De toute façon, ça va te rouler dessus. En général, t'as pas les épaules pour mettre une épreuve au panier couché, bouge plus. Elle te monte en l'air et elle te marche dessus à toutes les occasions. Le sujet, c'est toujours. Je sais plus dans quel film c'était, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça en fait. C'est comment tu vas réagir. De toute façon, tu sais que tu vas te faire rouler dessus. T'as aucune certitude sur l'issue de cette épreuve-là, dans le sens tu vas certainement surfantasmer la négativité de l'issue de ce scénario qui a l'air déjà négatif, tu vois. Ça veut pas dire qu'il va finalement, en fait, tu t'es fait avoir, tout va très bien, c'est une happy end ou quoi, mais ce qui est certain, c'est que si toi, tu te mets pas dans des baskets, dans un mode de combattant, de prendre sur toi dans le bon sens du terme et d'apporter ta somme d'efforts la plus élevée à l'équation, ça, on peut déjà te dire que ça va mal se passer à la fin. Si déjà tu as décidé de démissionner de ton propre destin, entre guillemets, face à une épreuve, on peut t'écrire la fin. Par contre, on peut pas te l'écrire si tu t'engages à te battre. C'est ça qui est dur. C'est vraiment un arbitrage. Les gens, ils arbitrent en mode je vais prendre la solution qui est la plus crédible dans sa prédiction. S'il y a plus de chances que je me fasse rouler dessus, quitte à rien faire, je préfère rien faire. Et bah, tu viens juste de révéler à quel FC t'appartient, à quel club d'entrepreneurs t'appartient, à quel club de, je dis entrepreneur, mais t'as bien, ça marche avec plein de gens. Hein. C'est équivalent à des gens qui apprennent l'horrible nouvelle d'être face à une maladie sérieuse. C'est la même chose de quelqu'un qui va avoir sa moitié qui décide de quitter sa vie, ou pire, qui perd sa moitié d'une autre manière. Personne n'en voudra à personne de souffrir, d'encaisser mal l'émotion, etc. Par contre, il y a un second sujet qui est, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Okay, est-ce qu'on va construire avec, ou est-ce qu'on va un peu plus détruire avec? Parce que de toute façon, ça va détruire. Mais est-ce que toi, en plus de détruire, tu vas
lacérer le couteau dans la plaie pour bien te dire, t'as vu, je suis bien mal, hein, je suis bien. Oui, mais on a vu, frérot, que t'es bien mal. T'as perdu ta femme, t'as perdu ton job, t'as raté. On sait que t'es mal. On va pas, nous, en rajouter. Par contre, on a l'impression que toi, t'as l'air de presque prendre du plaisir à en rajouter. C'est comme si les gens qui n'avaient pas été complètement mis à terre par une épreuve voulaient eux-mêmes s'achever pour pas avoir à se relever et potentiellement dans le futur à en revivre une, tu vois. La vérité, c'est qu'après, le temps passe, il amenuise les douleurs, même dans les souvenirs, et on se rend compte au bout d'un moment que on aurait peut-être dû se battre un peu plus à ce moment-là. Tu vois. On aurait peut-être dû s'arracher un peu plus à ce moment-là. Tu vois. Et ça, c'est longtemps après, souvent. Tu vois. Donc, peut-être plutôt que de penser à la douleur de l'instant qui ne peut jamais être permanente, ça, c'est dur à accepter, mais encore une fois, on est des obsédés de métaphores gigibistiques. Quand t'es pris dans une sale montée par un mec qui te met 25 à plus de kilos supplémentaires, qui contrôle très très bien, qui a compris où t'avais mal et où t'avais pas mal, tu vas pas abandonner alors qu'il n'y a pas de nécessité urgente. Il n'est pas en train de t'étrangler, il n'est pas en train de te casser le bras ou quoi. Il y a des mecs qui tapent juste par pression. Et il faut pas les juger dans le sens, oh là là, mais à un moment donné, tu viens d'expliquer, tu viens de montrer quelle est ce qu'on appelle la trempe. De quelle trempe tu es, tu vois. À quel point tu es trempé correctement, à quel point tu vas tenir. Tenir, ça veut pas dire gagner à la fin. Hein. Ça veut dire tu as tenu, tu vois. Genre, tu as donné ton maximum. Donc voilà, en ce moment, Mehdi, on te souhaite de tenir et d'être un acier elfique résistant à toutes les épreuves, tu vois. Et surtout que c'est vraiment le... Je pense que l'un des parcours qui te prépare le plus au business, ça reste le sales quand même. Je trouve. Parce que t'as pas beaucoup de métiers qui te confrontent autant à l'échec. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. T'as pas autant de métiers dans lesquels l'échec est l'échelle. Tu vois. Ouais. Il n'y a pas d'autre échelle que l'échec dans le sales. Il n'y en a aucune autre. Il n'y a personne qui va faire 0-100 en sales autrement qu'en se mangeant des raffus, des refus, des rejets parfois vraiment violents. Hein. C'est-à-dire que dans le sales, il faut accepter, surtout si tu fais partie d'une équipe qui va aussi devoir assumer le début de cycle de vente, donc le côté prospectif, que tous les sales n'assument pas. Si t'aimes pas qu'on te dise non, alors il faut... Non, attends, je suis en train de dire une énorme bêtise. Il faut pas aimer qu'on te dise non. Il faut aimer le fait qu'un oui est obtenu par ta résilience et ta résistance face à une somme parfois démesurée de non. C'est ça qu'il faut aimer. C'est aimer le fait que, oui, je sais que tu me dis non, toi aussi, mais je sais ce qui va arriver. C'est comme les mecs qui appliquent ce qu'on appelle des martingales à des jeux de hasard comme la roulette, je sais pas si tu connais. Il y a une théorie scientifique, enfin c'est même pas une théorie, c'est une loi qui fait que si tu mises indéfiniment sur une couleur, elle va sortir. Ça n'existe pas une table de roulette ou une table de je ne sais quoi où le noir sort. Alors attention, hein, je suis pas en train d'inciter qui que ce soit à se mettre à jouer ou je sais pas quoi. Les jeux, c'est pour une partie de la population qui a soit envie de se divertir, soit qui a des problèmes. Mais c'est comme si on va oublier les casinos, on va aller sur une dimension plus footballistique, c'est simple. Mais si vous misez sur Saint-Étienne ou Lyon à chaque rencontre entre Saint-Étienne ou Lyon pendant 100 ans, il n'y a aucun monde où c'est tout le temps la même équipe qui gagne. Donc ce que je veux dire, c'est que votre output désiré va finir par sortir, mais c'est pas quand. La question, c'est est-ce que vous allez tenir jusqu'au moment. Et donc dans le sales, quand je te dis l'échec, c'est l'échelle, c'est que il n'y a rien de plus attristant pour un formateur, un enseignant ou même un manager commercial qui voit un de ses sales mal vivre et mal subir un non au lieu de s'y accrocher pour se hisser. En fait, tu vois, c'est comme tu te fais plier en deux pendant un randori de JJB, mais pour une raison que tu n'avais encore jamais rencontrée, qui va te faire découvrir un axe de progression monumental sur ton jeu. Et toi, plutôt que de le prendre comme ça, alors qu'on s'en fout que t'es tapé avec un mec qui a 3 grades au-dessus de toi dans ton club à 18h un lundi soir, personne ne sait que t'as... Enfin déjà, qu'est-ce qu'on s'en fout que t'es tapé? Tous les champions que tu connais ont tapé. Et surtout, plutôt que de voir ça, est-ce que tu veux pas voir le cadeau potentiel, encore une fois, ça deviendra un cadeau si tu le saisis de la sorte, le cadeau potentiel d'évolution que ça te donne. Avant ce jour-là, avant cette mauvaise passe-là, tu ne savais pas que tu avais telle rectification à faire, tel axe à faire. Et là, on tombe dans un autre sujet, c'est pas forcément le truc, c'est le sujet du feedback. Le feedback, ça doit être une religion, les amis, chez vous. C'est pas le feedback, allez demander aux gens, c'est tout ce que vous faites, essayez de le faire dans un environnement qui va vous renvoyer un feedback. Parce que sinon, ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais la plupart du temps, si vous ne pouvez pas avoir de résonance, de feedback, de retour de ce que vous faites, ça ne veut pas du tout dire que ce que vous faites, c'est mal et que vous le faites pour rien, mais la vitesse de progression de quelqu'un qui reçoit très peu de feedback et quelqu'un qui en reçoit énormément, c'est incomparable. C'est le lièvre et la tortue, littéralement, quoi.
Mm. Alors, c'est très mauvaise comparaison parce que c'est la tortue qui gagne à la fin, mais on s'est compris. Ouais, non. Mais Aujourd'hui, c'est métaphore bancale. moi, c'est comme l'ours et la souris, tu vois. J'ai pas compris. Oui, voilà. Tu vois? Mec, sort des rêves de niche que personne connaît, tu sais. Grave. Et toi, est-ce que tu as déjà vu en tant que. Parce que forcément, toi, tu as accompagné du sales, si je me trompe pas. Est-ce que c'est un truc que tu as vu Oui. sur le terrain? Ça, cette mauvaise réception du nom. Oui, alors, déjà, il y a un gros travail à faire d'anesthésie de l'ego dans le cadre des fonctions sales d'un commercial. Et ça, honnêtement, il faut pas en vouloir, ni à vous, ni à des gens que vous formeriez, d'arriver au début du cursus avec un ego. Vous venez avec un ego. Moi, j'aime pas trop les gens qui disent... Il y a quelqu'un qui me demandait, qui avait pris une photo d'un épisode qu'on avait tourné ensemble, et qui me demandait si ma tête m'allait pour la miniature. Tu vois. J'ai dit, frérot, à moins que vraiment tu me sortes un truc où je suis en train d'éternuer, tu vois, genre, je sais pas, tu vois. Mais tu fais, si t'as une idée, si t'as un. Tu vois, c'est parce que c'était un peu avec des expressions particulières, on voulait un peu une tête un peu particulière. J'ai dit, mais j'ai pas d'ego là. Mais c'est ce que je veux dire, c'est j'ai pas d'ego là-dessus. Vas-y, tu vois. Dire que j'ai pas d'ego du tout, c'est complètement faux. Par contre, prendre conscience de si votre ego est un levier ou au contraire un frein dans un certain sujet, environnement, contexte professionnel, c'est votre devoir et personne ne va s'en occuper à votre place. Vous arrivez dans le sales avec de l'ego, spoiler incroyable, ça ne sera jamais un levier. Jamais ça ne sera un levier. En tout cas, non, pour le dire avec plus de nuances, ça n'a jamais été un levier pour moi ni pour aucun sales avec qui j'ai collaboré ou que j'ai formé. L'ego, dans tous les cas. Je pense qu'on confond ego et fierté. Et que Ouais. l'ego, dans tous les cas, c'est mauvais. En fait, je vois pas un monde. Et de moins en moins. À l'époque, je t'aurais dit non, faut un peu d'ego, faut un bon ego, il y a un mauvais ego. Je t'aurais dit voilà, il y a le bon, le mauvais. Avec le temps, je me dis en fait, il n'y a aucun ego qui est bon. C'est intéressant. Après, l'ego, je pense que c'est un concept vraiment complexe Ouais. et assez aérien d'un point de vue philosophique, mais je pense qu'il prend plusieurs formes qu'on a approché de choses qu'on maîtrise mieux, à savoir des émotions, des sensations, des sentiments. Parfois, l'ego, il va revêtir une forme d'orgueil, parfois, il va revêtir une forme d'honneur et de fierté, comme tu parlais, parce que je pense que c'est de ça dont tu parles. Ouais. Quand tu te laisses pas marcher sur les pompes, c'est pas parce que tu as de l'ego, c'est parce que tu as de l'honneur, parce que tu as de la dignité. Ouais. Parfois, l'ego, il va revêtir une forme de narcissisme, il va revêtir une forme d'égoïsme. Alors là, c'est encore pire, il y a le terme égo dedans, mais je pense que l'ego, il prend plusieurs formes. Comme la haine peut prendre plusieurs formes, comme l'amour peut prendre plusieurs formes, etc. Le tout, je pense, c'est à l'individu d'être conscient de ce que ça lui amène ou de ce que ça lui enlève dans ce qu'il essaye de faire ou dans son équation, entre guillemets. En tout cas, dans le sales, si vous prenez la moindre chose personnellement, alors encore plus dans le B2B, où là, il n'y a aucune raison de prendre quoi que ce soit de personnel, personnellement, étant donné qu'on est entité entre entités, C'est tu ça. vois, c'est écrit dans le titre, entre guillemets. Maintenant, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'un sales qui n'arrive pas à anesthésier son ego dans l'exercice de ses fonctions, parce que là, on parle vraiment de l'anesthésier dans l'exercice de vos fonctions. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont de l'ego un peu vif dans la vie de tous les jours et qui ont cette capacité à le mettre en sourdine léger pendant leur taf. Je trouve ça même d'ailleurs assez respectable, tu vois, d'être conscient au point d'avoir un acte. Maintenant, c'est sûr que si c'est naturel pour toi de ne pas avoir trop d'ego, c'est plus facile. Mais ceux qui n'arriveront pas, ils risquent de passer des moments difficiles. Je vous dis pas abandonner le sales, faites autre chose ou quoi, mais allez peut-être dans des... Enfin, je sais pas. Je saurais pas quoi conseiller d'ailleurs à quelqu'un qui n'arrive pas à anesthésier son ego dans le sales, mais je sais pas qui vous racontera le contraire. Il n'y a aucun monde dans la carrière d'un sales performant où il prend pas 10 fois plus de non que de oui tout au long de sa carrière. Donc apprêtez-vous juste à ça en fait. Ouais. Vous gagnerez 10 fois moins que vous ne perdrez. Sauf que les résultats effectifs réels des pertes n'ont quasiment aucun poids. Alors que les résultats effectifs de ce que vous gagnerez seront les marches sur lesquelles vous pourrez passer des vrais paliers. Mais entre les marches, vous avez des petites aspérités, des petits crans d'échelle. Et ça, c'est les noms, c'est les échecs, c'est les trucs. Mais c'est des petits trucs. C'est pas violent quand vous prenez un nom dans le sales. Ce qui est violent, c'est quand vous prenez un nom que vous comprenez pas. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est violent dans le sens positif, c'est un oui. Parce qu'un oui dans le sales, c'est tout de suite un devis, c'est tout de suite un deal, c'est tout de suite une promotion, c'est tout de suite une performance, un cut, une commission, une évolution, etc. Un non, eh ben c'est un non NOM sur une liste que vous barrez et vous passez au suivant, entre guillemets. Tant qu'en plus de ça, vous avez fait l'effort de revenir avec de l'information, un minimum, un peu de feedback, un peu de raison de comprendre. C'est lui, on aurait pu le signer, mais ça s'est pas fait pour X raisons. Améliorons notre recette. En fait, vous n'avez pas perdu. Vous êtes revenu avec de la matière.
ok. Le mec qui part chasser tous les matins un mammouth dans la préhistoire avec une pauvre lance qu'il a sculptée dans un silex qu'il a trouvé je sais pas où, il peut comprendre au bout de la 4e fois avoir lancé sa lance qui plante pas qu'il va falloir qu'il travaille un affûtage, qu'il travaille une contondance de son outil. Je connais pas les capacités cognitives des gens de cette époque-là, mais il y a eu un mec... Non, mais il y a un mec qui est revenu un jour et qui a dit « Je crois que j'ai compris un truc, les gars. Ça, c'est pas assez pointu pour rentrer dans un mammouth. On va travailler. » Et le type, petit à petit, il a itéré. C'est les startups de l'époque. Hein. Je sais pas ce qui... On peut appeler ça les SaaS de l'époque. Mais si pendant 8 millions d'années, les mecs, ils étaient revenus bredouilles, morts, parce qu'ils avaient essayé de planter des trucs plats dans des mammouths qui font le poids d'un smirmorque, on serait pas là, toi et moi, aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'on n'aurait pas pu y arriver. Donc, comprenez que tout ce que vous admirez, tout ce que vous utilisez, tout ce que vous prenez pour acquis, vient de quelqu'un qui sait manger un mur, un plafond, des résistances, des échecs, des obstacles surtout. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand quelqu'un parle d'un échec, nous, on parle d'un obstacle. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que l'échec, c'est... Le vrai échec, c'est quand t'as fini de jouer. C'est l'arrêt. Tu vois, c'est quand t'arrêtes, en fait. Si t'arrêtes pas, on va dire que c'est un détour, un loupé, tu vois, un crochet, ou tout simplement une étape, un obstacle. En fait, c'est comme tu sais, ce qu'ils disent en investissement, en gros, tu perds que si tu cuts ta position. Mais ta position, tant qu'elle est prise. Après, tu vois, ça c'est... Après, attention, dans la finance, il faut préciser un truc que les gens ont du mal à dompter, c'est la notion qui est très utilisée dans nos sujets, mais pas de la même manière, c'est l'effet de levier. Ce que tu viens de dire, c'est tout à fait exact, mais méfiez-vous de l'effet de levier. C'est-à-dire que s'il y a un levier pour vos gains, c'est-à-dire que vous, en ayant investi, en ayant mis des choses, pas forcément dans des grosses quantités, vous pouvez espérer, par un effet de levier, démultiplier vos gains. Il faut comprendre que ça peut aussi démultiplier vos pertes. Je donne aucun conseil financier ou quoi que ce soit, mais c'est pareil dans le sales, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, surtout dans le sales. Il y a des choses qu'on dit qui ont du levier et il y a des choses qui n'ont pas de levier. Ça ne veut pas dire que les choses qui n'ont pas de levier, il ne faut jamais en faire, mais si vous pouvez prioriser des choses qui vont générer un leverage, donc un levier dans le futur pour votre situation, donc, c'est-à-dire une asymétrie entre l'effort fourni et le résultat potentiel, parce que dans l'état d'esprit du levier, on est vraiment dans l'état d'esprit, pas d'un joueur, mais d'un investisseur. C'est-à-dire, j'accepte le risque qu'il n'y ait pas de levier, voire même qu'il n'y ait pas de résultat. Par contre, comme il y a une asymétrie théorique très élevée, j'accepte ça parce que si jamais ça marche, pensez à des mecs qui ont investi année 1 dans Stripe. J'ose même pas imaginer le levier qu'ils ont eu. Alors après, s'ils sont sortis peut-être un peu tôt en fonction des tours de table ou quoi, j'en sais rien, mais moi, j'ai croisé des gens à Dubaï qui avaient investi dans Stripe Origin, quasiment à l'origine. Je suis pas sûr de quand Stripe a exactement commencé, mais Stripe à l'origine dans YC. Aujourd'hui, autant vous dire qu'ils se portent bien, vu le X, on appelle ça, qu'ils ont fait, donc le ratio multiplicateur qu'ils ont fait avec leur part une fois qu'ils sont sortis. Quand tu mets 1000 balles dans Stripe à l'époque où ça vaut moins d'1 million et que tu récupères tes parts quand Stripe ça vaut 15 milliards, normalement, si t'as été en CP, tu sais que t'as gagné de l'argent. Ah non, bah, apparemment, Stripe créé en 2011. Ah ouais, c'est beaucoup plus ancien qu'on croit, Stripe. Hein. Mais c'est très intéressant comme boîte. Allez vous renseigner sur Stripe parce que c'est une boîte très dure. C'est très très dur ce qu'ils font Stripe. Il y a une théorie, c'est que plus t'es près du paiement, je sais pas si tu connais cette théorie des SaaS dans la Silicon Valley et tout. Tout ça, c'est de l'économie. Tout ça, c'est du business. On est là pour l'argent. Les mecs qui te racontent que oui, t'es là pour satisfaire des investisseurs. Et l'argent, il est à un endroit. L'argent, c'est le moment du paiement. C'est dans tout ton cycle, ton cercle, ton marketing, ton acquisition, tes pubs, tes machins, tes trucs, tes onboarding. Il y a un moment, le gars, il paye. Ouais. Il y a un moment, il y a l'argent, tu vois. Et si on aplatit ça sur une espèce de frise, sur une espèce de curseur, plus tu es près de l'argent, c'est-à-dire plus ton outil, plus ta solution intervient près de l'argent, plus tu gagnes d'argent. C'est une théorie et il faut comprendre que Stripe, c'est pas qu'ils sont près de l'argent, c'est le moment de l'argent, le paiement. Ils ont réussi à devenir le moment. Alors, je le reformule très mal, j'imagine, mais c'était un truc que j'ai lu dans les essais de Paul Graham, effectivement, où il parlait des frères Collision, parce que c'est des frères, oui, je crois que c'est des frères qui ont monté Stripe, le plus connu étant Patrick Collision, mais son frère, j'ai oublié son prénom. C'est des entrepreneurs assez incroyables. C'est-à-dire que c'est des mecs qu'on n'entend pas trop dans le paysage francophone, parce qu'ils ne sont pas francophones, mais surtout parce qu'on ne relaie pas trop leurs infos. Monter Stripe, c'était, je pense, réservé à des forces spéciales. Tu vois. C'est vraiment un business extrêmement dur. Parce que là, vous manipulez l'argent des gens. Donc,
légalité, fiscalité, mafia, parce que faut vous rendre compte, quand tu manipules des dizaines de milliards de volumes de dollars, faut vous rendre compte de ce qui peut se passer derrière en pression, en intérêt, en risque, en sanctions, en responsabilité. Là, vous êtes là, vous envoyez des petits bavoirs pour bébés tricotés personnalisés sur Etsy ou sur Le Bon Coin. Tout ça, vous vous en occupez pas de ce genre de problème-là, parce que vous êtes loin de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Plus on est près de l'argent, finance, banking, investissement, solutions de paiement, etc., assurance, recouvrement, là, il y a du cash. Mais il y a un cash démesuré, genre vraiment démesuré. Pour moi, c'est réservé à l'élite, pour moi. Tu sais, par exemple, moi, tu me dis un business model. Le dernier truc que j'irais faire, c'est un SaaS. C'est le plus dur pour moi C'est le boss final de l'entrepreneuriat. Pour moi, tu fais ça quand t'as du cash flow Ah, tu déjà crois? à mort. Moi, demain, regarde, un mec, il doit se refaire from scratch. Même il est pas bon, va dans le sales. Hmm. Là, je parle en tant qu'être humain. C'est pas le. Je sais pas est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, parce qu'en fait, le truc, comme tu as dit, SaaS, il faut comprendre. Le SaaS, c'est juste la forme de ce que vous vendez. Ok. Pourquoi les gens assimilent le fait qu'un SaaS, c'est la Ligue 1, la Ligue des champions en termes d'entrepreneuriat? C'est parce que 99% des SaaS qu'on connaît dans la culture collective, ce sont des startups. Et c'est pas le problème que ce soit des SaaS. Le problème, qui n'en est pas un, c'est que ce sont des startups, donc des entreprises qui n'ont pas encore prouvé leur adéquation avec un marché, d'ailleurs avec même un fondateur avant, ensuite avec un marché, éventuellement avec une voie de passage à l'échelle. Par contre, si vous avez un SaaS qui est passé à l'échelle, c'est le meilleur business model que tu peux trouver. Parce qu'il est scalable à l'infini, quasiment, un SaaS. Ouais. À l'infini, ça ne veut rien dire. Oui, Mais on se vous comprend. vendez un outil en ligne, une fois que vous avez atteint votre rentabilité, que vous avez trouvé des axes de progression de marge, que vous avez solidifié aussi vos reins, parce qu'il faut pouvoir aller peut-être innover, sécuriser, etc. Ça coûte énormément d'argent. Et il y a potentiellement aussi des frais qui sont liés à la technique. Vous avez besoin de serveurs, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de Le ça. dev Mais et une tout. fois que c'est réglé et que vous vendez, par exemple, il y a quelques temps, j'ai dîné avec un entrepreneur assez incroyable qui s'appelle David Zitoun et qui a fondé Submagic, que tout le monde connaît certainement. Ouais. Bah, je peux te garantir que maintenant, Submagic, ça va très bien. Hein, tu vois. Alors, j'ai aucune info particulière, mais c'est vraiment une des, en France, dans le paysage franco-français, c'est une des montées en revenus récurrents les plus lunaires qu'on a jamais vues. Et ça date pas d'hier, hein, c'est il y a quelques années, Submagic. Une fois que tu as passé à l'échelle, une fois que tu as structuré, une fois que tu as internationalisé, excusez-moi, le truc, là, le SaaS devient un modèle de revenu. C'est une imprimante. Hein, mais évidemment, là où tu as raison, c'est qu'il faut d'abord passer il faut arriver jusque-là. Et souvent, les SaaS vendent à perte. Si je donne un exemple simple, c'est Netflix, qui à la base est une entreprise qui loue des DVD en les envoyant par la poste et en les récupérant par la poste. Quand Netflix amorce sa numérisation, sa digitalisation, et il commence à flirter donc avec ces fameux modèles SaaS, puisqu'en fait, ils n'ont pas vraiment décidé de flirter avec ces modèles-là. C'était un peu la voie naturelle évolutive, tu vois. Netflix, ils savent qu'ils vont à perte. Tu vois. Quand Netflix, au départ, ça coûte 5 balles ou 3 balles, je me rappelle même pas combien ça coûtait au départ. Faut pas que vous croyiez qu'avec 3 balles par utilisateur, avec un bouquet de je sais pas combien de milliers de films, ils gagnent quoi que ce soit. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous avez Netflix, vous regardez Netflix, vous kiffez Netflix, vous intégrez Netflix dans votre routine. Et puis un jour, vous allumez la télé, soit vous payez 10 balles, soit il n'y a plus Netflix. Ouais, t'as créé la dépendance. C'est pas, voilà, alors eux, ils vont pas parler de dépendance, ils vont parler d'habitude de consommation. Ça s'appelle être malhonnête intellectuellement. Mais c'est ça l'idée. Tu crois qu'il va se passer quoi avec les LLM et les ChatGPT, la plus haute montée en capitalisation possible? Oui, en même temps, c'était gratuit. Tout le monde surfait dessus. En plus de ça, il y avait un côté sexiness, tu vois, gros fantasme collectif aussi sur ce que ça va donner, les GI, machin truc. Et puis là, c'est payant maintenant. Mais tout le monde paye. Tout le monde paye. Spotify, tout le monde paye. Tu vois ce que je veux dire? C'est un modèle différent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on monétise très facilement des applis comme Insta. Insta a été vendu plus d'1 milliard d'euros à Meta sans avoir généré le moindre centime de revenus. Ah ouais? Elle a généré mieux que du revenu. Elle a généré la source des revenus. Et la source des revenus, c'est une énorme quantité d'utilisateurs captifs qui adhèrent tellement à l'app qu'ils l'utilisent quotidiennement plusieurs heures. Derrière, tu mets des pubs, tu mets des trucs, tu mets des machins, c'est fini. Tu mets des Tu fais abonnements des et tout. milliards avec. Mais je pense que c'est ce qui demande le plus de compétences business, tu vois. Et t'as dit un truc tout à l'heure, Ouais. j'aimerais vraiment ton avis. Tu sais, tu disais encore moins en B2B, faut pas le prendre mal quand tu prends du revue parce que c'est de l'entité à entité. Moi, je suis
persuadé d'un truc qui ne s'appuie que sur ma propre opinion, c'est que c'est pas vraiment du entité à entité. Si tu matches pas avec l'humain, tu peux pas matcher avec l'entité. Intégralement d'accord. C'est ce qu'on appelle une interface. Dans le B2B, les humains sont les interfaces du business. De toute façon, il faut que vous compreniez un truc, c'est que il y aura toujours des interfaces pour le sales. Jamais une vente ne se fera sans une interface. C'est-à-dire mettre un individu en face d'un autre. Et peut-être qu'un jour, cet individu, pour des cas précis, ne sera pas un humain. Peut-être qu'un jour, il n'y aura pas besoin d'humain pour une boîte qui a automatisé son benchmarking et sa décision de nouvel outil pour ceci ou pour cela, parce qu'il y a de l'IA, parce que machin, et pour acheter un SaaS à 20 balles par mois, elle n'aura pas besoin d'un humain en face d'elle pour lui donner des infos. Il y aura une quantité d'informations encore plus précises et détaillées, et surtout factuelles, qu'un mec qui va venir te faire une démo 30 minutes. Par contre, on parle d'une décision mécanique. Là où il n'y aura jamais une machine pour décider à la place de quiconque, c'est quand la décision dépasse l'envergure des statistiques, de la logique, de la mathématique pure. Même si il faut jamais supprimer cette partie de votre discours sales, de votre échange, parce que c'est souvent ça qui motive les premières prises de décision. Par contre, quand il faut arbitrer entre deux situations, quand il faut aller solliciter une projection vraiment lointaine dans le futur chez l'entreprise, oui, mais là, ça va vous coûter tant, mais peut-être qu'une fois telle, enfin pas peut-être, mais une fois telle phase passée, il faut comprendre que la rentabilité va s'exprimer sur tel point, tel truc. Enfin, t'as compris toute l'idée. Là, pour moi, les humains ont encore de beaux jours devant eux, à condition d'accepter, d'arrêter de vouloir faire mieux que des machines ce que les machines font, et de commencer à faire ce que les machines ne savent pas faire, à savoir être extrêmement fin dans son écoute, extrêmement fin dans son questionnement, extrêmement fin dans ce qu'on appelle le business acumen, c'est-à-dire la capacité à lire et à comprendre la situation de revenus et d'exploitation d'un business, sans qu'on ait besoin de vous en parler pendant 90 jours et qu'on vous fasse lire la biographie du fondateur, que tout le monde ait compris comment Apple ça marche. Ça vient d'un seul point, c'est qu'il y a 55 livres sur Steve Jobs. Il n'y aurait pas de livre sur Steve Jobs, personne ne saurait comment Apple fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que personne ne serait allé s'emmerder à lire des trucs de statuts, de bilan, de machin. Tout le monde serait là et achèterait quand même. Ouais. Donc, moi, en tout cas, je milite un peu pour ça auprès de mes élèves, auprès des gens que j'ai la chance d'accompagner. Il y a un territoire humain, pour l'instant, dans le sales, qui n'est pas conquérable par les machines. Non pas parce qu'on est fort, parce que les machines ne sont pas des humains, tout simplement. Et nous, on ne sera jamais des machines non plus. Donc il y a des terrains que l'humain ne conquérera jamais dans le scope de capacité d'une machine. C'est déjà le cas depuis très longtemps. Demander à un humain de creuser un trou aussi rapidement qu'un tractopelle d'élite que vous achetez cette année, bon, bah, a priori, c'est pas possible. Par contre, demander à un tractopelle d'élite de résoudre une question philosophique en 3 mouvements, thèse, antithèse, synthèse, sans imiter le style rédactionnel d'un élève de... Jamais ça se fera. Demander à une machine d'avoir du goût. Ça se fera jamais. Moi, les gens... Sans être calculé, non. J'allais prendre un exemple complètement caduque parce que j'allais parler des Dali, j'allais parler des gens qui ont de Rick Rubin, de gens qui ont un goût créatif, que tu vois, de Nolan, des jeux, tu les regardes, tu fais mais c'est qui ces mecs qui sortent d'où, comment tu peux voir autant dans ta propre vision d'un film, d'une œuvre ou quoi, autant d'esthétisme, autant de qualité. L'art, c'est fou. Enfin, c'est quand tu te dis que l'art provient de l'esprit d'un artiste, parfois quand tu es confronté à l'œuvre, tu te dis c'est quand même incroyable ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. T'es incapable de l'envisager, mais tu te dis c'est incroyable. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil avec tes exemples, tu me parles de Dali, on n'est pas tous Dali, on n'est pas tous Mick Jagger, on n'est pas tous je ne sais qui. Oui, très bien. Moi, j'ai eu un podcast éclaté au sol pendant quelques temps, qui remplissait parfaitement sa fonction, à savoir de me défouler intellectuellement, où j'allais marcher en forêt tout seul et j'enregistrais mes pensées. Et il y a un truc qui a émané de cette prise d'initiative-là. Je m'amusais à faire des miniatures un peu pimpées. C'était les tout débuts de l'IA générative d'images. Ok. Et donc, je faisais des... Tu iras voir par curiosité, je faisais des petites touches. Il y avait des animaux random et tout, je crois. Voilà, des petits animaux, des trucs, etc. Machin. Et c'est devenu une sorte de gimmick, tu vois, de signature, mais qui n'a aucun intérêt. C'est vraiment pour moi me faire kiffer. C'était drôle. Et pour apprécier. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les gens me disent, mais comment tu fais? Alors attends, je vais pas te faire une phrase de... Ils viennent pas en pleurant en me disant, mais comment tu fais? Au cours d'une conversation, ils vont dire, mais on m'a souvent demandé qui était mon mini maker. Tu vois? Mais la question, il faut toujours comprendre quelle est la vraie question. La vraie question, c'est pas qui est mon mini maker, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et la seule réponse, si tu y réponds techniquement, c'est tu prends un logiciel qui génère de l'IA, mais je peux te donner mes logiciels, tu feras jamais
ça. Parce qu'il faut que tu aies mon goût. Ça veut pas dire que mon goût, c'est le bon. Ça veut dire qu'il se trouve que mon goût, dans ce cadre-là, il a l'air de plaire aux gens qui consomment le contenu. Parce que c'est la minière, c'est l'emballage de votre format. Donc, ce qui compte, c'est le format quand même, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'une machine, elle n'aura jamais de goût. Elle n'aura jamais d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus là-dedans qu'il va falloir aller chercher. Hein, la fameuse philosophie de la vente, c'est aussi de faire passer un moment intéressant, puissant en valeur et agréable à votre prospect. La machine, elle ne comprend pas cette information-là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je ne vais pas faire le gars qui dit oh, l'IA ne fera jamais ci. J'en sais rien. Je ne comprends même pas tous les rouages et tous les fonctionnements. Et moi, ça ne me pose aucun problème de le dire et de ne pas jouer au black belt alors que le plus gros black belt de votre entourage en IA, il ne sait même pas ce que veut dire LLM. D'accord? Donc, ils sont là à faire ils ont des trucs à vous vendre. Mais moi, je sais pas, ça veut dire quoi LLM? C'est Large Language Models, ça veut dire. Il faut comprendre que tous ces modèles-là, ils fonctionnent sur le langage. Ça, c'est un truc aussi qui échappe à beaucoup de gens. Large lead magnet. Large lead magnet. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que confondez pas les gens qui ont un agenda business, donc qui doivent vous vendre de l'autorité, qui doivent vous vendre de la certitude, qui doivent vous vendre des méthodes, de l'actionnable et blablabli et blablabla sur un truc qui n'est même pas maîtrisé par ses créateurs. Hein, quand vous écoutez les mecs des équipes techniques d'OpenAI, de DeepSeek, d'Anthropic et tout, ils parlent avec plus d'humilité et d'incertitude que des formateurs Xperia qui vous... du coup, je comprends pas. Toi, t'as 0,0001% de son knowledge, mais t'es plus sûr de ce que tu racontes que le big boss de l'IA. Mais c'est toujours comme ça, en vrai. Ouais, c'est Dunning-Kruger, c'est le classique. Plus t'en sais, plus tu sais que t'en sais pas. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit, je crois, dans notre épisode précédent. Mais ça, méfiez-vous-en, non pas pour n'écouter surtout pas les gens. Les gens vous parlent de ce qui les intéresse en général, mais considérez aussi qu'on a une espèce qui manque cruellement d'humilité souvent. Donc prenez avec des pincettes certains trucs, surtout quand ça touche à des technologies, des trucs de fou, que même le plus sharp des gens dans votre entourage ne comprend pas intellectuellement, non pas parce qu'il est débile, mais parce que ça appartient aux ingénieurs qui ont fait 15 ans d'études là-dedans et qui sont dans le top 0,1% de la population de cette discipline-là, que ce soit la physique quantique, le deep learning, de ce que tu veux. C'est pas votre voisin Jean-Mich qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Mais par exemple, tu vois... Et on en a parlé même si là, on va skip de sujet, on en parlait avec Jed, tu vois. Et Ouais. est-ce que toi, demain, tu as un truc où tu te dis, vas-y, faut start from scratch. Là, from scratch, vraiment, là, c'est chaud pour toi, etc. En vrai de vrai, tu vas dans le sales. Est-ce que toi, tu es du même avis ou est-ce que demain, tu dois donner une roadmap à quelqu'un, mais l'un des mecs les plus random possible, tu vois, mais qui a quand même de l'humain? Est-ce que je lui dirais, vas-y, go sales, pour te refaire... C'est ça, oui, c'est ça. C'est qu'il faut juste préciser quel est le petit stack, la petite stack d'origine du gars. Est-ce qu'il a un peu de capacité relationnelle, de capacité émotionnelle, ou est-ce qu'au contraire, on part sur quelqu'un qui est très fermé, très intro, très certain et tout. Si effectivement, il y a des petits signes, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, des petits signes que ça va devenir un agent de conversation très intéressant, quelqu'un qui est capable de prendre en main une relation, et surtout quelqu'un qui est capable de comprendre que les réponses sont dans l'esprit du prospect et pas dans l'ancien. Si ta question c'est il faut restart from scratch et il faut se faire un matelas, il faut se faire une épaisseur qui donne de la liberté et de l'oxygène pour aller accomplir d'autres trucs, ou alors simplement pour aller tout droit sur un objectif financier, oui, le sales va être rapidement un moyen d'y arriver. Par contre, il faut comprendre qu'il y a deux pistes en même temps dans le sales pour évoluer. Il y a 3 pistes. Il y a la piste fondamentale que tout le monde skip et que tout le monde néglige et piétine, mais ça va changer parce que je vais m'énerver un petit peu là en 2026. C'est la piste de l'apprentissage, c'est la piste du travail, c'est la piste de l'entraînement, c'est la piste du dojo. Tu peux m'attraper n'importe quel sales dans la rue, il n'y en a aucun qui fait ce qu'il faudrait faire. Par contre, quand toi tu veux aller faire les pannes, quand tu veux aller faire les worlds, ou même quand tu veux aller faire ton grappling d'industrie locale en JB, tiens, bizarrement tu t'entraînes, tiens, bizarrement tu te prépares, tiens, bizarrement t'adaptes ta diète. Et le sales, lui, non, il veut faire 2 millions, mais par contre, on va faire ce qu'on fait tous les jours sans trop s'énerver. Donc ça, déjà, cette piste-là, si vous l'avez pas dans votre porte-clés, entre guillemets, c'est pas bon. Mais les 2 autres pistes d'évolution, c'est vous évoluez en performance, ok, au sein d'une boîte, face à un persona, dans une industrie, dans un contexte, en vendant une solution, mais vous évoluez aussi en tant qu'individu de carrière. C'est-à-dire que vous n'évoluerez jamais de la même manière si vous restez tout le temps dans la même boîte, si vous changez de boîte tous les 2 mois, si vous changez de boîte tous les 2 ans, si vous attendez d'être top performer avant de changer. En fait, il y a tout un tas de décisions qui va définir votre évolution.
Je dis pas il faut pas rester dans la même boîte, je dis pas il faut surtout pas changer de boîte, mais comprenez qu'il y a des moments où l'évolution, elle n'appartient plus qu'à votre montée en compétences et qu'aux opportunités de deal qu'on va vous donner. Elle appartient aussi à un changement de périmètre, un changement de persona, un changement d'industrie, et surtout, si vous êtes dans une track que vous voulez vous rapprocher financièrement d'un goal spécifiquement élevé, un changement de produit et de solution et de pricing de solution. Parce qu'à un moment donné, les amis, vous êtes, même si vous êtes intégralement commissionné, donc vous touchez pas de fixe, vous prenez que du variable, si vous vendez des solutions à 2000 balles, il va falloir en vendre énormément pour atteindre un certain montant. Sauf que si petit à petit vous passez à des solutions à 20 000, puis à 40 000, puis à 150 000, bon après ça devient quand même assez élevé, mais ça existe, hein. Il y a des contrats en dizaines, centaines de millions d'euros qui sont signés par des sales tous les jours, hein, dans des industries monumentales. Alors ils prennent pas les mêmes cuts que quand ça coûte 2000 balles, mais Ouais, de ouf. il faut comprendre que c'est un peu comme une plante. C'est-à-dire que vous avez un certain espace conquérable par votre évolution, votre progression. Vos racines auront de la place et votre poussée en surface aura de la place, mais à un moment donné, le pot dans lequel on vous a mis, il va avoir une limite. Et c'est pas la faute du pot. C'est le pot qui a bien voulu vous accueillir. Donc, commencez pas à cracher dans la soupe, à critiquer, à neutraliser le pot qui vous a permis d'être cette première petite pousse. Par contre, il faut l'épaisseur, il faut le tact humain et il faut surtout la clarté et l'honnêteté de vous dire, est-ce que je suis quelqu'un qui préfère rester dans un pot qui lui convient, qui est confortable, où il a atteint ses limites, ou est-ce que j'ai besoin de sortir et d'être replanté au risque de mourir dans un pot suivant. Et oui, ça fera mal d'être déraciné, oui, ça laissera le pot vide. Voilà, c'est la vie. Il faut accepter. Et des fois, ça m'arrive de croiser des sales qui sont handicapés dans leur carrière parce qu'ils n'osent pas assumer leur ambition au regard de tous les trucs comme quitter la boîte où ils sont. Ah ouais? Oui, mais tu joues ta partie. Si ta partie, elle est claire pour toi et que tu as eu la décence et l'honnêteté de l'expliquer aux gens qui t'emploient, si en face de toi, tu as des gens qui sont dans l'incompréhension, le rejet, ça fait partie des épreuves dont on parlait, ça fait partie aussi de ces échecs-là. Tu n'as pas réussi à faire comprendre avec calme et douceur et bienveillance le fait que ça n'a rien à voir avec la boîte, que tu la quittes aujourd'hui parce que tu as juste besoin de monter plus haut. Ça va t'arriver qu'il y ait des gens qui disent non mais tu te prends pour ce que t'es pas, tu cours droit à la catastrophe, etc. Mais ça, tu les as déjà dans la vie, des gens comme ça. Ouais. Tu les as déjà, les mecs qui vont dire surtout fais pas ci, surtout fais pas ça. Ils jouent leur partition. T'es potentiellement leur meilleur sales, t'es en train de leur expliquer que tu vas te barrer. Eux, ils sont pas en train de te voir. Ils sont en train de voir leurs 40% de chiffre d'affaires qui se barrent. Tu vois non, en fait, reste. Donc là, il y a 3 solutions. Moi, j'ai vu de mes yeux, même je l'ai vécu, hein, j'embrasse et je passe un salut plein de respect à David Bernard, CEO fondateur d'Assess First, une des mes plus belles boîtes françaises de solutions de psychométrie à destination du recrutement. Moi, ce mec-là et toutes ses équipes, ils m'ont donné un poste bien plus élevé que celui que je n'occupais, juste en se basant sur ma parole et ma détermination de travail, parce qu'on a monté un nouveau petit groupe spécial BizDev, etc. Je te passe les détails. Quelques temps après, à peine, l'équipe n'était même pas encore complètement montée. C'est le moment de ma vie où je croise Oussama, où il me met sur la table une offre qu'on ne peut pas refuser, tu vois, entre guillemets. Moi, je suis là, j'arbitre le truc, je lui parle clairement, il m'a dit, mais go, gros, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise non, mais vas-y, quand ça va t'arriver quand une deuxième fois, ça? Tu vois, quand est-ce que ça va t'arriver une deuxième fois? Donc ça, c'est une des réactions qui existent. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu rare et que ça appartient aux esprits un peu comme ça, spéciaux, comme David. Mais tu vas avoir aussi les gens qui disent, bon, je comprends, mec, ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal sur tous les plans. Est-ce que tu es ouvert à ce qu'on fasse les choses pour que ce soit le moins fragilisant pour nous? Et sinon, on peut t'apporter aussi... voilà, là tu es en face peut-être des meilleurs CEO qui existent. Je dis pas que la réaction d'avant de David, elle est pas bonne, mais c'est ça, t'en auras 1 sur 1 milliard. Tu vois ce que je veux dire, en fait, voilà, c'est comme les poissons qui volent dans l'océan. C'est pas la majorité de ce qu'il y a dans l'océan. C'est ça. Et puis la troisième, vous la connaissez tous, c'est ceux qui vont essayer de vous dissuader, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça doit arriver, ça doit exister, ceux qui n'en ont rien à faire. C'est genre, ouais, ok, vas-y. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre, je trouve ça... Enfin, Est-ce que c'est c'est pas un bon signal, en tout cas, si... Enfin, oui, c'est possible, je dis une bêtise, tu vois. Mais ouais, non, c'est possible, mais c'est vrai que ça m'est jamais... C'est pas un signal de considération monstrueux. Ah non. Tu dis que tu t'en vas, les mecs, ils te regardent comme si tu leur avais dit vous avez pas vu mes clés. C'est que tu devais pas représenter grand-chose dans la boîte. Alors, c'est pas un signal de négatif vis-à-vis d'eux. C'est plutôt par rapport à toi. Alors après, tu peux aussi être tombé dans une boîte plus ou moins toxique, mais ça,
quand tu parles avec les gens, dès qu'il y a quelque chose qui vient enlever un peu d'éclat à leur poste, à leur posture ou à leur performance, d'un coup, c'est une boîte qui est toxique. Tu vois. Moi, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Toutes les boîtes ne sont pas toxiques, les amis. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Si tu te rends compte, parfois, avec une petite claque de réalisme, que tu n'étais pas si précieux que ça dans la boîte où tu es, bah, c'est pas grave, mais il faut peut-être aussi travailler sur toi et te rendre compte que tu avais une perspective un peu biaisée, perception un peu biaisée de ta... On se surévalue tous un peu, hein, je pense. Surtout quand on est performant, je pense. Et il faut pas aller contre ça, il faut aller avec ça. C'est-à-dire, il faut accepter que ça fait partie du truc. Mais, tu sais, être performant et ne pas être entouré, c'est un des plus... c'est comme si t'allais à l'abattoir. C'est comme si t'allais à Ah, l'abattoir. ok. Parce que, Vas-y, détaille un peu. en gros, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais sales, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que dans, bah, vas-y, je suis vraiment, par la permission du Tout-Puissant, je fais une perf, en gros, le CEO, il me dit, écoute, Mehdi, en un mois, t'as fait, en gros, quasiment 25% du salaire de la boîte. Ouais, donc t'as vraiment envoyé une... En fait, c'était un mois où, en gros, tu te sentais injouable. Et c'est un mois, tu te dis, Le mojo, ouais. en fait, c'est le truc où t'es dans un mood de, t'enchaînes l'école, mais même tu closes pas tout. C'est pas grave, je suis dedans, t'inquiète. Ah, t'es dans le momentum, tout à Et fait. Ouais. t'es in. Et en général, c'est une tempête de fou. Et écoute, je fais ça. Et tu te dis, mais en vrai de vrai, tu te dis, je suis le meilleur close. Et à l'époque, mais écoute, tu me poses la question, et j'ai été l'une. À l'époque, tu me poses la question, je te dis, je suis dans le top 10 closer francophone. Hmm. Vraiment, mais à côté de la plaque, tu vois. Parce que t'as des chiffres qui font que. Parce que t'as peut-être des gens qui sont des figures d'autorité dans ton domaine qui te disent que, ah ouais, c'est pas une perf que n'importe qui fait, etc. Tu vois. Et en gros, tu te dis ça, tu te dis, mais en fait, je suis trop fort. Et la douche froide, et que j'ai pris les semaines qu'on suivi, de, ah mais en fait, tu sais plus closer. Et tu te Hmm. dis, attends, je passe en gros, dans ta tête, tu dis, t'es le roi du monde, c'est close. Et en plus, le pire, c'est quand t'es closer sur une offre où le market est même pas bien fait. Parce que tu dis, mais en fait, c'est moi qui suis trop fort. Tu dis, en fait, le market, il est même pas trop bien. Et moi, et du coup, tu te gargarises comme ça bah vraiment, moi, de Louis XIV, tu vois, les Ouais, gueux ouais. là-bas, là, tu vois. Et la douche froide que tu prends après, c'est en fait, ah, je dois tout réapprendre. Et c'est là que tu vois qu'en fait, et en plus, on en a parlé l'autre fois, c'est le, je pense que le sales aussi fait ressortir ce que t'as en termes d'humain. À ce moment-là, Ouais. t'es peut-être bon en vente, mais en termes d'humain, t'es catastrophique, et la douche, tu vas la reprendre. Pour te rappeler que t'es un humain et que le résultat, il t'appartient pas. Mhm. Tout ce qui t'appartient, c'est de soulever les cailloux le plus que tu peux. Et comme tu disais toi aussi, d'éclaircir la map pendant ces. Ouais. Mais en fait, en plus de ça, quand ça t'arrive, et je sais pas si toi aussi tu l'as vu sur le terrain, quand tu as un certain succès en sales, encore une fois, très humblement, c'était à mon échelle, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ont fait des bien plus grosses perfs que moi, bah, tu commences à te dire, c'est bon, je gère le truc. C'est comme au JJB. T'arrives au JJB, Mhm. tu mets des soumissions à tout le monde. Tu dis, bah, de toute façon, c'est facile. Est-ce que j'ai besoin de m'échauffer pour de vrai, de faire mes étirements? Mais j'ai pas besoin. De toute façon, je vais venir, je vais leur rouler dessus. Et tu prends cette habitude de pas t'échauffer. T'as plus besoin de faire les cervicales Hmm. qui va t'étrangler de toute façon. Et un jour, tu te fais choquer. C'est le, c'est le faux white belt ou c'est le faux white belt qui vient du judo de l'équipe de France, tu sais, que t'es pas au courant. Lui, il est pas au courant que vu que c'est un black belt en ceinture de judo, Il a pas... Ouais, ouais, ouais. et il vient, il te retourne, il te met un, et tu dis, waouh, ah ouais, purée. Parce qu'en fait, t'étais pas en constance alerte. T'étais en mode, ouais, c'est bon, Ouais. j'ai atteint un état d'acquisition. Est-ce que c'est un truc que t'as déjà pu observer un peu ce truc de. On va pas faire les modèles de vie. J'ai été comme j'imagine beaucoup de gens victime de ma propre surconfiance à certains moments dans ma vie. Heureusement pour moi, jamais à un moment où ça pouvait me faire tomber trop fort. Tu vois, enfin, mais je pense que c'est plus de la chance que de la performance de ma part. C'est-à-dire que il y a des moments où je me suis plus senti. Alors c'était plutôt jeune, c'est plutôt quand j'étais plus jeune. Mais quelque part, ça participe, je trouve, tant que ça fait de mal à personne, et ni à vous-même ni à personne, de vous sentir trop chaud par rapport à ce que vous êtes, parce que, effectivement, comme tu le dis, vous venez de traverser une espèce de séquence positive qui semble être un nouveau chemin qui n'est que pavé de succès et de valeur. C'est un piège, évidemment.
mais c'est aussi, à mon sens, une épreuve. C'est-à-dire que c'est un test. Tu sais, je sais pas si tu es familier avec j'allais dire une folie, j'allais dire un YouTuber, alors que le mec est surtout un ancien officier des Navy Seals américains, un maître de JJB, un créateur d'une des plus belles marques de kimono que j'ai jamais vu de ma vie, et un podcasteur de renom, donc il est tout sauf YouTuber, il s'appelle Jocko Willink, je sais pas si ça te parle. C'est certainement la tête la plus dure que vous allez voir dans votre vie. Il a une tête, mon ami. Si tu t'imagines, c'est quoi un stage d'effort spécial avec un instructeur qui te dit quoi faire en te hurlant dessus toute la journée, il a la tête du mec qui va faire ça, tu vois. Genre, il a la tête de ce gars-là. C'est un mec extrêmement intéressant qui est notamment à l'origine du livre Extreme Ownership, qui est un bouquin dans lequel il a essayé d'expliquer comment il voit le fait d'assumer d'être responsable de tout quand on endosse le rôle de chef. Mais ça veut pas dire être responsable de tout, ça veut pas dire se flageller et tout prendre. Ça veut dire avoir considéré et mis en place des méthodes qui, si ça ne fonctionne pas, ça vient obligatoirement d'une faute de votre part. Et c'est indubitable. Donc, il n'y a plus de souci à se faire. Bref, allez lire ce livre si vous êtes manager, si vous êtes entrepreneur, si vous commandez des hommes et des femmes, vous avez compris, des hommes avec un grand H. Commander des hommes, c'est un terme qui est un peu militaire et qui a des reflets, tu sais, un peu trop viril, armé et tout. Commander des hommes, c'est tout simplement avoir une classe de 15 personnes dans les mains pendant 1 heure. C'est emmener votre fils et ses 5 petits camarades à la piscine. C'est gérer une business unit de 25 personnes. C'est ça, commander des hommes. Commander des hommes, c'est quand c'est vous qu'on regarde pour avoir l'instruction et la consigne. Commander des hommes, c'est avoir 3 mecs sur un tapis qui sont venus pour essayer d'améliorer leur jiu-jitsu et leur dire quoi faire aujourd'hui. Commander des hommes, c'est quotidien dans la vie de beaucoup de gens. Même ceux qui n'ont pas une carte de visite manager, une carte de visite CEO, une carte de visite ce que vous voulez. Donc, commander des hommes, on parlait tout à l'heure de mettez-vous à travailler sur des dimensions les plus humaines possibles de vos skills sales, parce que c'est des choses que les machines ne vont pas remplacer immédiatement, ou en tout cas jamais peut-être. Bah ça en fait partie. Une machine, commander des hommes, à part par la force, la coercition ou la manipulation psychologique, elle va pas avoir beaucoup de leviers. D'accord ? Alors qu'un homme, ou une femme, encore une fois, quand je parle d'un homme, c'est l'espèce humaine qui arrive avec une aura, une expérience. Et une aura, c'est réel, les gars. Il y en a qui, j'entendais le jour quelqu'un dire « Oui, cette nouvelle génération, elle ne parle que par aura, ça vient des mangas. » Et je dis, qu'est-ce qu'il raconte, ce zinzin ? Enfin, ça parle d'aura, il y a 3000 ans que ça parle d'aura, tu vois ? Quelqu'un qui arrive avec un aura, une expérience qui le rend solide et qui le rend relatable et reliable. Désolé de mettre des anglicismes, mais j'ai pas le temps de perdre 20 secondes à chercher, c'est mon manque de vocabulaire. Enfin bref, on s'est compris. Qui respire l'expérience et la bienveillance. Quand je parle de bienveillance, c'est tu peux venir avec toute la dureté du monde quand t'es chef. Si je sais que t'es là pour que je réussisse, ta dureté, elle ne me fait rien, en fait. Dans le sens, même pas mal, c'est pas ça, elle me fait rien. C'est, je ne vais pas la subir, au contraire, je comprends qu'elle fait partie du moteur que tu vas m'imposer de suivre, tu vois. Ouais. Par contre, si je sens que t'es un peu là pour me faire mal et que tu kiffes plus nous mettre à l'amende que nous faire progresser, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui va te poser problème, parce que je suis de cet ADN-là, c'est pas le cas de tout le monde. Mais un commandant, quelqu'un qui dirige des hommes, il est au service des hommes qui dirigent, mais pas de la manière d'un subordonné. On peut être au service des gens qu'on dirige. Je te fais un parallèle parce que je trouve que la position de la mère dans l'islam, c'est quand même quelque chose d'incroyable et quelque chose que j'ai beaucoup, que je partage moi dans ma vie privée, mais de laquelle j'ai beaucoup parlé avec notamment des frérots qui sont musulmans et qui t'expliquent un peu cette position de la maman, tu vois. Votre mère, elle est à votre service, mais elle n'est pas subordonnée à vous. Vous êtes subordonné à votre mère. 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Votre mère, elle est à votre service, mais c'est pas votre commis, c'est pas votre... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que souvent, le chef, par essence, doit être au service de ceux qu'il dirige, mais ça veut pas dire qu'il doit courber les chines et se soumettre en face d'eux. Ça veut dire que lui, son plus haut objectif, c'est votre réussite. Alors que vous, c'est la vôtre, en général. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on estime souvent qu'un bon fils, c'est quelqu'un qui va remplacer la priorité qu'il a mis sur sa propre réussite par ensuite celle de... Alors, la réussite, c'est pas le bon terme, mais la sécurisation et le bien-être de sa maman. Tu vois. Ouais. Mais c'est pas un acte de signalement de vertu, c'est un transfert. C'est normal que ce soit la vôtre au départ. C'est normal, on vous a élevé comme ça. Hein. En général, on vous élève comme ça. Il faut vous protéger, il faut vous mettre en sécurité, il faut jouer pour vous. Et il y a un moment où tu dis, bon, bah, moi, écoute, ça va, hein, je tiens debout, je suis solide, j'ai un peu l'impression, comme tu le disais, même si jamais je m'écroule, de pouvoir remonter.
Voilà, sauf que maman, papa, tonton, tata, grand-mère, qui tu veux, parce qu'on en connaît plein qui n'ont pas été. Je parle de la mère, je parle de la figure qui vous a élevé. Malheureusement, pour beaucoup, on n'est pas tous chanceux à ce point-là, mais il y a un moment où il y a un transfert qui va se faire. Et c'est le step d'au-dessus, en fait. C'est ça que beaucoup disent ouais, mais lui, il est parti un peu en mode. Tu sais, comme si tu avais tourné, il est parti en mode je m'occupe de ma. Non, il n'est pas parti, il est monté. Et vous, non. Vous êtes resté. Vous pouvez faire 150 millions et être sous le palier d'un mec qui en fait 20, mais qui, lui, fait ce qu'il a à faire. À savoir sécuriser les siens, sécuriser les futurs siens. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, ça, c'est votre perception. Si vous estimez que c'est avoir réussi de faire 150 millions, d'acheter une supercar par semaine, je vais rester poli parce que tu es dans un podcast qui, justement, est qualitatif à ce niveau-là, mais on s'est compris, je vais pas donner de détails. Ouais. On peut en faire des choses du mauvais côté de la barrière quand on a 150 millions. Si tu as l'impression que ça, c'est la réussite, tant mieux pour toi, mon ami. Moi, je sais pas, mon regard est plus attiré, mon attention est plus attirée et mon esprit est plus en paix quand j'entends des gens qui sécurisent. Maintenant, c'est un truc de comprenez que votre mère, elle est à votre service parce qu'elle est responsable de vous. C'est sa responsabilité et pas son attachement qui fait qu'elle est à votre service. Son attachement fait qu'elle va tolérer énormément de choses venant de vous ou ne venant pas de vous. Voilà. L'inconditionnalité de l'amour maternel, c'est aussi une arme que la mère a pour passer outre plein de choses négatives. Bref, là on part en podcast éducation parentale, mais voilà, quand vous êtes chef, que ce soit en sales ou dans une fromagerie, vous êtes au service de ceux que vous dirigez, à condition que ceux que vous dirigez se laissent diriger. Ça, c'est très important. Ouais, mais parce que toi, est-ce que tu as déjà eu le cas où il y a des gens qui n'acceptent pas de se faire diriger ? Bien sûr. Alors, il faut différencier d'ailleurs deux choses. Il y a ceux qui ne supportent pas d'être dirigés et il y a ceux qui ne supportent pas d'être coachés. Ok. La différence, c'est que le diriger, c'est donner des ordres. Alors, ordre, c'est pas du tout négatif dans la bouche. Hein. Genre, pas du tout. Un GPS vous donne des ordres. Point. Vous les suivez parce que vous savez très bien qu'il n'a aucune intention, aucune malveillance envers vous. Alors, parfois, il n'est pas forcément le plus talentueux et il s'est trompé, mais il est juste en train de vous aider à aller vers votre point de destination. Bizarrement, comme vous ne pouvez pas vous le représenter, vous ne pouvez pas lui prêter d'intention de ceci, de cela, vous n'avez aucun problème avec Waze qui vous dit de tourner à gauche. Par contre, quand c'est votre patron qui vous dit d'aller tout droit, oui, mais tu comprends, il va encore nous exploiter. Bref. Donc, diriger, c'est donner des ordres. Coacher, c'est engager vers la progression. Enfin, c'est engager. C'est essayer de tracter ou de pousser la personne vers sa propre progression. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas intéressant pour la personne qui vous coach, en théorie, sauf si vous l'avez payé pour ça, et c'est intéressant surtout que pour vous. Et donc, il y a deux cas de figure qui rendent très compliqué la place de chef, c'est quand on a des gens qui veulent pas être dirigés, mais ça, c'est très facile à identifier. Et alors là, je vous le dis, pour avoir vraiment vu plusieurs cas de figure dans différents types de métiers, vous coupez direct. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas être dirigé, c'est une bombe sur pattes dans votre staff. Une bombe. Vous n'avez pas idée. Alors là, on parlait d'ego et tout. Il n'y a pas un monde où quelqu'un qui n'aime pas être dirigé. Alors, attention, tu peux ne pas aimer diriger, comprendre que là, c'est nécessaire de l'être et te plier au contexte. Ça s'appelle de l'intelligence. Par contre, si effectivement, c'est en train de développer une tumeur cancéreuse à l'intérieur de toi parce que tu supportes pas, il y a un moment, il faut aussi que tu prennes tes responsabilités et que tu comprennes que c'est pas ton patron qui va venir te prendre par la main pour te dire, frérot, toi, ton destin, c'est d'être champion de bilboquet, embrasse ton destin et vas-y. Si tu vas pas, tu perds juste le droit de t'en plaindre. Bizarrement, ça dispense personne de s'en plaindre quand même. Il faut pas non plus penser que les gens, ils sont tous là pour vous aider. Mais tu vois quelqu'un qui veut pas être dirigé et qui refuse de l'être et qui va venir avec de la défiance, pour ta propre survie, il faut couper net. Il n'y a rien à gagner. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas essayer de se battre. Tu perds des points en te battant. C'est comme la photo là avec... tu sais, il y a une course de lévrier, je crois, et t'as le jaguar qui reste assis derrière là. Qui court même pas. Non. En fait, le chef doit être le plus sûr de ce qu'il fait, de toute la situation. Maintenant, il a le droit d'avoir du doute, il a le droit d'avoir des moments de flottement et tout, mais il faut mieux éviter un peu comme un père de famille. On parlait de ça dans l'épisode précédent. Quand tu disais quand ça tangue, c'est le problème de celui qui tient la barre. C'est pas le problème des autres. Voilà. Maintenant, à toi d'interpréter ça comme tu veux. Mais ensuite, il y a ceux qui sont pas coachables, pour terminer ce que je racontais. Ceux qui sont pas coachables, c'est moins un problème direct de conduite. C'est-à-dire, vous allez quand même un peu réussir à conduire le véhicule malgré des gens qui sont pas coachables. Par contre, plus vous avez de gens pas coachables et plus ils sont vraiment toxiques et idiots dans leur non-coachabilité,
plus vous réduisez vos chances de réussir à faire ce que vous vouliez avec la team. Ouais. En gros, c'est j'ai besoin. Je vais prendre la métaphore du chien de traîneau, des traîneaux, tu sais, des Grands Nord qu'on fait tracter par une petite équipe de chiens. Alors, c'est fascinant, je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, mais c'est une organisation. Enfin, c'est vraiment particulier comme chose. C'est pas du tout, ah tiens, on va prendre des yinches, on va leur dire go, ils vont y aller. C'est vraiment une équipe athlétique de sportifs qui a chacun son rôle, un peu comme dans un bobsleigh, un peu comme dans un. On se rend pas compte, hein. Moi, le premier, pour moi, c'est juste, tu sais, tu te dis, bon, c'est des clébards qui ont un peu faim, tu vois, ils ont l'habitude. Ouais, alors que tellement pas. Alors, c'est vraiment quasiment scientifique. Bah, c'est comme si tu te disais, bon, bah, moi, il me faut 6 chiens de traîneau pour tracter ma propre personne, le véhicule et le pactage. Il vaut mieux que ce soit des chiens de tel gabarit avec telle puissance, telle condition physique. Mais vas-y, j'en ai trouvé qui sont à peine un tiers de tout ça, ça va le faire. Bah non, ça va pas le faire, frérot. En tout cas, ce qui ne va pas le faire, c'est pas la fonctionnalité, c'est pas est-ce que ça va marcher ou pas. C'est est-ce que je vais arriver à temps à mon objectif. Parce que là, évidemment, c'est non la réponse. Tu vois. En gros, c'est ça. Et comprenez que l'absence de dirigeabilité. Alors, l'absence de dirigeabilité, je suis pas sûr que ce soit un défaut. L'absence de coachabilité est un défaut. L'absence de coachabilité, c'est tout simplement un signe d'une intelligence assez restreinte. Je le dis frontal, s'il y en a qui sont pas d'accord, je les attends dans mes DM avec grand plaisir. J'ai jamais croisé quelqu'un de non coachable qui était intelligent. Par contre, qui se prenait pour quelqu'un d'intelligent, j'en ai croisé une ribambelle. C'est certainement un peuple d'ailleurs qui s'appelle les non coachables qui se pensent intelligents. Par contre, des gens qui sont pas dirigeables, longtemps en tout cas, j'en connais beaucoup et c'est parfois, souvent des gens brillants. Donc, il faut pas entendre dans ma bouche que ne pas être un dirigé, c'est forcément être quelqu'un de mauvais. Attention non plus à pas entendre. Vous avez des problèmes avec l'autorité et le fait d'être dirigé, vous êtes certainement un génie, parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On peut aussi ne pas aimer être dirigé et refuser toute forme d'autorité parce qu'on a un problème dans sa tête, dans son ego, dans son humilité et dans le fait qu'on n'a même pas encore compris qu'on n'avait rien fait, rien accompli et qu'on devait de toute façon emprunter le chemin de ceux qui nous ont précédés avant de pouvoir ouvrir notre bouche. Ne pas être dirigé parce que vous avez un feu en vous et qui est adossé à une expérience qui vous brûle trop pour attendre. Parce qu'en général, c'est un problème avec le temps. On n'aime pas être dirigé à cause du temps et de la valeur. C'est-à-dire qu'on aurait envie d'aller plus vite, d'aller dans une autre direction, d'aller plus fort. On est appelé par ce truc-là et on a du mal à le conjuguer avec les instructions qui viennent et qui ne sont pas exactement les bonnes. Quand vous avez un problème à être dirigé, essayez de ne pas abîmer la personne qui essaye de vous diriger. Elle y est pour rien. Elle y est pour rien, c'est dans le fait. Après, il y a aussi les gens qui dirigent mal. Mais là, on part dans un autre débat. Parce que diriger est une compétence. Voilà, donc il faut le... Et tu penses quoi? Parce que purée, on avait des sujets de base, on les a... Non mais n'hésite pas, un recentre. T'inquiète pas. Non mais parce que, en fait, moi j'ai du mal à recentrer quand le sujet m'intéresse, parce que c'est moi. Oui. Mais il y a aussi une tendance, après on va essayer de dire, parce que le but à la base c'était de se dire, comme ça vous le savez, on va un peu vous spoiler, on s'était dit écoute, on va aborder en gros les 2 grosses parties du call, la connexion de base et le fait d'éclaircir la carte, c'est-à-dire la découverte d'un appel. Ouais, bah allons-y. Non, mais attends. Allons-y si tu veux. Ça, je voulais aussi aborder avec toi. Est-ce que c'est un truc que vous avez vous aussi en B2B? Tu penses quoi et je sais pas si vous aussi, c'est un truc que vous retrouvez beaucoup, mais par exemple, nous, dans le côté infoproduit, agence, etc., ce qui se passe en général, c'est le meilleur sales, on le fait passer sales manager. Comme si être bon sales induisait que tu étais un bon manager, alors que pas du tout. Ouais. Est-ce que vous aussi, c'est un truc qui est beaucoup fait ou pas du tout? Est-ce qu'il y aura une vraie différenciation de... Cette erreur, je pense, vient du B2B. Ah ouais? C'est-à-dire que Ah oui, je pense que c'est à cause du B2B que les autres font la même chose. En fait, non, attends. Elle vient pas du B2B, elle vient du management en général. C'est-à-dire que il y a une loi, une théorie, où Sama m'expliquait ça il y a quelques temps, mais j'ai complètement oublié le terme, le concept d'origine. Dans certaines boîtes, comme par exemple dans Google, on est promu jusqu'à son niveau d'incompétence. Si tu réfléchis 2 secondes, t'es très bon là, hop, on te promeut dans un nouveau truc. T'es encore très bon, hop, on te promet dans un nouveau truc. Ah là, t'es plus bon. Donc du coup, c'est là que tu restes. Ce qui veut dire que les gens occupent la place dans laquelle ils ont été le moins compétents depuis leur entrée dans l'entreprise. C'est lunaire de dire ça comme ça, c'est tout simplement logique. Ok ? Donc quelqu'un qui est excellent sales et qui est manager, il a que 2 cas de figure. Soit il est excellent manager, mais je peux vous garantir que c'est un coup de chance, et donc il va encore monter plus haut que manager, pas tout de suite, mais il va finir par monter plus haut, et il va s'arrêter dans 2 endroits, soit au plafond, parce qu'à un moment donné, tu peux pas être... T'es le boss, tu peux pas aller plus haut que le boss, hein, normalement c'est fini.
ou alors il va s'arrêter à son niveau d'incompétence. Et c'est donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas uniquement un problème de manager ou de top performer qu'on a passé manager en sales ou autre. Ça existe dans tous les types de métiers. Là où c'est d'une violence sans égale, c'est dans le sales pour une raison, c'est que faire passer un top manager, un top performer, manager, c'est couper le deal flow généré par ce sales-là en espérant, écoutez bien, hein, que ses compétences managériales qui n'ont encore jamais été éprouvées dans la réalité, potentiellement, vont permettre, en le remplaçant par un newbie, de générer au moins la même chose au bout d'un certain temps que vous vous accorderez de monter en compétences. Donc on est sur un pari qui est quand même solide en termes de variables. Tu vois enfin, c'est pas pile ou face, là, les gars. Hein. On n'est pas à 1 contre 1. Hein. C'est vraiment littéralement une cote défavorable, qu'on soit très clair. Au foot, en gros, je fais l'analogie, tu te dis, écoute, t'as Mbappé. Ouais. Mbappé, tu le mets coach, tu fais monter un mec de la B en te disant, peut-être que si Mbappé coach, ça va avoir un meilleur output s'il était sur le terrain avec un mec qu'on met à sa place. Bien sûr. Alors attention, se poser la question et essayer d'en avoir la réponse, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, c'est normal que vous vous posiez des questions. Tu tentes. Mais la question que vous vous posez, c'est comment je peux optimiser un peu plus cette équation qui est mon équipe commerciale, etc. Moi, ce que je recommande, parce qu'il ne faut pas entendre dans les discours, souvent on est beaucoup à monter sur ce sujet-là, parce qu'on en a vécu les déboires nous-mêmes, soit en étant nous-mêmes promus pour rien. Alors moi, ça m'est pas arrivé parce que j'adore manager, donc quand j'ai été promu manager, ça a été un déclic sans précédent pour moi, et c'était le cas il faut comprendre que tous les managers bons que vous connaissez, c'est certainement ce qui leur est arrivé. Ils ne sont pas nés managers. Ils n'ont pas commencé à 18 ans, première place dans une boîte, manager. Donc il faut aussi se rappeler que l'autre moitié du problème, elle est positive. C'est-à-dire, ceux qui sont bons managers, ils ont aussi été promus à un moment donné dans le même risque et dans la même cote. Mais il ne faut pas entendre, il ne faut surtout pas promouvoir un top performer manager. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rigidifier la chose. Si vous voulez passer un top performer manager, il y a une case qui devrait être cochée, qui simplifie les choses, c'est que ce soit une volonté de sa part. Attention, c'est pas suffisant. Hein. Mais si déjà il n'y a pas la volonté de la part du top performer de passer manager, je vous déconseille d'y aller. En tout cas, laissez-lui le temps d'envisager la chose. Okay. Ensuite, il y a la phrase qui permet de mieux comprendre l'approche, c'est que le management, c'est pas un métier, c'est une compétence. Tu n'es pas manager parce que tu occupes un poste, tu es manager parce que tu arrives à faire fonctionner tes managers. Donc, être manager, c'est pas juste dire, lui, il était là, on va le déplacer ici. C'est, il était là, on l'a déplacé ici, et le château de cartes ne s'est pas écroulé. Ça, c'est votre décision en tant que dirigeant. C'est pas la décision du manager. Et catapulter un mec de fonction exécutive à fonction managériale sans lui donner de formation, sans l'accompagner, sans mettre une énorme progressivité dans la passation, et sans autoriser, et ça, c'est le truc que je ne comprends pas, sans permettre de retour en arrière, il faut... Vous vous rendez compte, on parle d'un mec qui potentiellement, je prends un exemple un peu exacerbé pour pousser la vision du truc, un mec, ça fait 3 ans, c'est celui qui vous ramène le plus de CA. Un mec en or, une nana en or, respectueuse, qui comprend le produit, qui adore le persona, qui fait un travail monumental, qui envoie un super signal, une super énergie à l'intérieur de la team, qui est vraiment moteur dans les phases difficiles et tout, vous allez lui faire un geste technique, un grand écart qui potentiellement ne va pas bien se passer, et vous voudriez en plus l'empêcher de revenir en arrière alors que vous êtes à l'origine de ce mouvement. C'est hyper cruel. Enfin, je sais pas, ça marche, tant mieux, tout le monde est content. Mais ça marche pas. Pourquoi tout le monde devrait tout perdre? Parce que vous perdez, la personne perd, la boîte perd, tout le monde perd. En gros, c'est je te sors de ta zone de génie et en plus, t'as pas le droit de revenir. Exactement. Là où t'étais bien. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Et d'ailleurs, quand tu le dis frontalement, post-mortem, bien après que tout se soit mal passé, tout, tu dis aux gens, ouais, c'est vrai, c'est une dingue. Là, quand même, vous avez promu cette personne sans lui laisser de possible retour en arrière. Et les gens, ils nient. Ils disent, non, pas du tout. S'il nous avait dit, attendez, excusez-moi, mais dans l'échange de mails que vous me montrez ou dans le chat, il y a bien marqué, je suis pas sûr de faire l'affaire, qu'est-ce qui se passe ci, qu'est-ce qui se passe ça. Et là, maintenant, 3 mois après, on a oublié, on dit, non, on l'a mis sur des rails en or. Non, tu lui as mis un calibre derrière la tête et tu lui as dit, t'avances, sinon ça. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait cette bêtise, c'est parce qu'on est pris par une urgence, pris par une mauvaise idée, et on se dit, il faut absolument qu'on cadre l'équipe commerciale. C'est une erreur qui est souvent commise quand il n'y a pas de manager d'équipe commerciale. On a 3-4 sales un peu performants, il y en a un qui se dégage du lot. Il faut un chef à un moment donné parce qu'on est en train d'imaginer un éventuel passage à l'échelle ou en tout cas une traction de croissance peut-être un peu plus forte qu'avant. Et donc on parle de structurer.
Et on sait qu'il faut des sous-officiers pour diriger les hommes du rang. Donc on se dit, on va mettre un... Oui, mais d'accord, mais peut-être que lui, c'est pas son truc. Donc ce que je vous encourage à faire, et ça vient aussi de ma déformation professionnelle, puisque j'ai été sales dans cette fameuse boîte que je cite tout à l'heure, Assess First, fondée par David Bernard et Alexis Teplici, à 24 ans de ça. Je sais pas si tu te rends compte, 24 ans, mon gars. Et ils sont... Wow. Enfin, Alexis est sorti, mais David, il est toujours là. Il est toujours dans son capital, il a toujours ses parts, il changera pas de boîte. Tu vois ce que je veux dire ? Il a eu 1000 portes de sortie. Et le gars, il est toujours dans sa boîte, il est toujours avec ses équipes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Il y a des entrepreneurs, c'est vraiment impressionnant. Tu vois. Après, si je te raconte qu'il aime pas ce qu'il fait, je te mens. Hein, il adore ce qu'il fait. Mais dans cette boîte-là, on vendait donc un outil qui permet de faire un assessment psychométrique des personnes, donc comprendre leur personnalité, comprendre leur motivation réelle, intrinsèque, et comprendre où se situe à peu près leur niveau de compétences cognitives, capacité cognitive. Intéressez-vous à ça. Le déclaratif, c'est-à-dire ce que les gens vous disent d'eux-mêmes, n'a aucune valeur. Quand il s'agit de prendre une décision de mouvement, de place, de hiérarchie, de poste, de compétences, de scope, de mission, etc. Aucune valeur. C'est de l'interprétation. Okay ? C'est comme si vous demandiez à quelqu'un « Fais-moi écouter la 5e suite de Bach interprétée par Yo-Yo Ma, qui est un violoncelliste de légende pour ceux qui ne connaissent pas, et que la personne, elle vous explique le morceau. » Donc là, il va commencer en faisant Sol, Ré, Si, La, j'en sais rien, tu vois. Vous n'entendez absolument pas la 5e suite de Bach interprétée par Yo-Yo Ma. Okay, on est d'accord avec ça. Quand vous demandez à quelqu'un de vous parler de ses motivations, quand vous demandez à quelqu'un de vous expliquer pourquoi il est la bonne personne pour un poste, quand vous demandez à quelqu'un, c'est exactement la même chose. Vous êtes face à une énorme couche d'interprétation indirecte, blindée de subjectivité et de biais cognitifs. Par contre, si vous faites travailler la personne sur un outil psychométrique qui est designé pour extraire la vérité à ce point-là, mais là, tu as la vérité. La personne, elle ne supporte pas la confrontation, la pression dans les relations. La personne, elle ne supporte pas de travailler en équipe. La personne, ce qui la motive tous les jours, c'est de prendre un peu plus d'argent et de performance que ce qu'elle a fait la veille. Et la personne, en plus de ça, elle est nettement trop haute cognitivement ou trop basse cognitivement. Là, on parle de littéralement ses capacités générales de raisonnement, pour dire ça avec des termes doux. Nettement trop haute, nettement trop basse par rapport à ce qui est idéal pour être manager. Là, il y a tous les feux qui sont au vert, en fait. Au rouge, pardon. Le mec, il foire littéralement la fin de son truc. Il y a tous les feux qui sont en rouge. Ça, en discutant avec la personne qui peut-être a un crédit à payer, qui voit l'opportunité d'être augmentée, etc., qui va vous raconter des trucs, qui veut aussi peut-être tenir une posture qu'elle croit avoir réussi à développer dans votre propre perception d'elle-même au sein de la boîte, ça, elle va jamais vous le dire déclarativement. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, et je pense que le hack ultime, c'est de laisser une porte de sortie. Le hack ultime, c'est d'autoriser le rembobinage. Parce qu'il y a quand même des gens qui voient leur vie un peu chamboulée, voire un peu ruinée à cause de ça, quoi. Des mecs qui étaient top performers, qui tournaient à entre 5 et 10K de salaire, donc forcément on ne parle pas de montant lunaire pour des entrepreneurs, mais 5-10K en sales déclaré CDI France, c'est très 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 propre. Hein. Bon, faut voir ce que les impôts ils vont te mettre dans le museau derrière, tu vois, mais... Et là d'un coup il passe manager, ça se passe pas bien, 2 mois après il a plus de job et il passe de 5 à 10K à France Travail, salut. Ouais. En gros, c'est comme si le mec il était dans son rêve et tu viens, tu dis bah je cut. Non mais c'est vrai, hein. C'est insane. Après, attention, encore une fois, on ne dit pas tout ça pour dissuader les gens de prendre ces initiatives et de tenter. Tenter, mais accepter que c'est un test. Et je parlais de Jocko Willing tout à l'heure, pardon. C'est parce qu'il a une phrase qui est connue, c'est « Everything is a test ». Tout est un test. Donc là, on disait ça par rapport à le fait de potentiellement de ne pas aimer être dirigé, mais de devoir, dans un certain contexte particulier, mettre votre ego en sourdine et de vous laisser vous diriger. Ça, c'est un test. C'est un test. S'il y a un truc qui te sépare de ton objectif et qui te demande de prendre sur toi, d'aller dans une zone difficile, de calmer certains démons, certaines flammes que tu as à l'intérieur et que tu y arrives, c'était un test. Ça veut dire que tu es à la hauteur de ce genre d'épreuve-là. Si tu n'y arrives pas, c'était un test aussi. Ça ne veut pas dire que ta vie elle est foutue quoi, mais ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur de ce genre de truc-là. Tu vois. N'oubliez jamais, tout est un test. Tout est un test. Et tous les tests ne se soldent pas par un succès. D'ailleurs, sinon ce ne seraient pas des tests. Il faut l'accepter. Est-ce que si on devait faire un peu une passation de value, parce que je pense que sur le selon toi, c'est quoi l'élément qui va faire la réussite d'un call, si tu devais le définir un peu? Donc là, on parle de quel type de call pour essayer de cadrer un minimum? Ouais, bah en fait, tu vas sur un... on va... Un R1. Ouais, sur un R1. R1. Ok. R1, déjà, première question pour identifier quelqu'un qui sait de quoi il parle en sales ou non. La première question que je dois te poser, c'est est-ce qu'on parle d'un R1 issu d'une acquisition
outbound ou d'une acquisition inbound? Outbound. Et outbound. Déjà là, tous les directeurs commerciaux, tous les sales voient très bien pourquoi je pose la question. Parce que c'est pas du tout le même jeu. Non, c'est pas du tout le même jeu. Attention, l'un n'est pas meilleur que l'autre n'est pas le plus facile. Il y a des facilités à des endroits qui sont différentes entre les deux, mais il y a aussi des risques à des endroits qui sont différents entre les deux. L'inbound comporte beaucoup de risques. Ouais. Alors dans le B2B, ça s'exprime un peu plus. Alors, je veux pas m'enfoncer dans une digression longue, mais c'est juste pour faire comprendre ce que je veux dire par là. Par exemple, dans toujours cette boîte où je travaille en tant que sales, on vendait un outil très complexe. Donc l'outil que tu vends, c'est pas un truc que tu peux expliquer en 2 phrases à ta grand-mère, ça marche pas. C'est pas grave, ça existe, tu vois, il en faut. C'est des outils qu'on vend cher, mais c'est surtout des outils qui ont des résultats impressionnants dans la réalité, tu vois. Tout n'est pas un petit SaaS rigolo automatisé avec une barre de recherche et un bouton. Il y a des trucs extrêmement compliqués. Par contre, il peut y avoir une interface qui est déconcertante de facilité, mais derrière la bécane, elle peut être très, très, très vénère. Et dans cette boîte-là, qui était très sexy, dont le produit était très sexy, il m'arrivait d'avoir des gens qui venaient en call persuadés de savoir ce qu'on faisait et comment ça marchait. Mais quand je te dis persuadé, j'avais presque l'impression que c'était un contrôle, tu sais, et que j'étais le prof qui venait pour dire « Alors, vous avez révisé vos cours, allez, dites-moi comment ça fonctionne. » Et les mecs, ils étaient contents de me montrer ce qu'ils avaient compris. 99% du temps, ils avaient rien compris. Mais quand je te dis rien compris, c'est que j'ai eu des moments où je devais me retenir de pas les couper en leur disant « Non, mais attends, là, on va avoir un sérieux problème. » 100% de ces leads-là sont des leads inbound. Et c'est quoi, c'était de la ads à l'époque? Il y avait tout, ouais. Il y avait tout. Méfiez-vous quand votre boîte a une énorme... un énorme rayonnement dans le paysage actuel de votre industrie, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont au cœur de ce rayonnement, qui comprennent très bien, mais il y a aussi ceux qui sont moins proches, qui comprennent moins, qui font des raccourcis de ce qu'ils en comprennent, et parfois, ça va les motiver à venir en rendez-vous en pensant que votre outil, votre solution, votre produit fait quelque chose, alors que non. Et ça, il faut être fort en sales pour oser le faire comprendre au prospect le plus tôt possible dans l'échange, sans le froisser. Tu disais, il y a des mecs limite qui pensent, qui venaient et qui avaient fait leur devoir, entre guillemets, et tu devais, frérot, les heures que t'as passé à préparer ton truc... C'est le pire, parce que tu sais que tu vas contre un effort qui a été fait, et t'as pas envie de lui dire « Ah, t'as fait ça pour rien », mais c'est vrai, t'as fait ça pour rien, frérot. Enfin, c'est pour ça que j'existe, en fait. Pour toi, est-ce que le mieux dans ce cas-là, dans le relationnel humain, est-ce que c'est de cut vite, en mode écoute, ça va faire mal vite, et vas-y, au moins plus vite c'est fait, plus vite tu comprends? Ou est-ce que... Ça va faire mal quoi qu'il. Ouais, mais t'as le écoute. T'as les deux écoles. Si tu veux, t'en as 40 000, mais t'as l'école de si tu permets, absolument pas. Mais moi, pour moi, je sais pas le bon truc parce que tu viens et tu cut le mec en mode t'as pas raison. Tu vois? Bien sûr. De toute façon, le sales est un jeu de tact. Hein. Les mecs qui jouent les bourrins, là. Tous vos potes là, sur Instagram qui vous disent comment torcher un prospect quand il vous donne une objection, machin truc, c'est pas de la vente, les gars. Hein. C'est du divertissement Instagram. Donc faites jamais ça en vrai. Tu vois, faites jamais ça en vrai. Parce que vous perdez 1000 points de vie, d'aura et de ce que vous voulez en 2 secondes. Tu vois. Le problème, c'est que c'est inspiré des fameux... Des tocards américains. Des fameux sales US, alors que déjà, tu parles pas... Mais ils le font même pas en vrai, ça. Mais je pense qu'ils le font... Déjà, je pense pas qu'ils le font tous en vrai, mais je pense qu'il y en a, ils le font en vrai et que ça marche parce que on n'est pas sur les mêmes personnes, sur les mêmes individus. Moi, sauf si toi, t'as des sources, mais ça m'étonnerait même pas que ça marche. Genre, le public US, je sais pas si on dit comme ça, a beaucoup plus d'appétence à la violence et au franc-parler et au cru que le public français. Je dis pas francophone parce que francophone, ça inclut les Canadiens. Les Canadiens, ils ont un peu aussi, des fois, se pètent au casque, tu vois. Le français, le belge, le suisse moyen, ça n'a rien à voir. Et moi, j'avais vraiment une théorie, je sais pas si je te l'avais déjà dit. Pour moi, les prospects français, pour moi, on est dans la typologie de prospects les plus durs du monde où ça demande le plus de soft skills. Et je pense que je nous aligne un peu avec les Chinois. Après, je vois pas. Ouais, les Allemands sont très durs aussi. Oui. Mais en fait, toutes les cultures ont leur point de difficulté. Par contre, une fois que tu le comprends, et que plutôt que de t'en faire un problème, t'en fais une zone de génie, ok, la France, c'est le pays des formes. C'est le pays de l'apparat de respect dans l'échange. Ouais, c'est l'hypocrisie totale. Voilà. Alors, non, pas forcément. Pas toujours, si mais... t'arrives à recruter des mecs qui ont vraiment du respect, t'as tout gagné. Par contre, il faut que tu comprennes que tant qu'il n'y a pas le respect dans l'équation, même s'il est que simulé, ça marchera jamais. C'est le pays de l'intellectualisation aussi. Okay, c'est le pays... On veut comprendre alors qu'on n'a pas besoin.
Tu vois? Je dois rendre palpable, je dois le rendre tangible, je sais pas, ça se dit tangible intellectuellement. Ouais, en fait, si tu voulais rendre tangible intellectuellement, tu serais dans un effort de vulgarisation. Là, ce que tu dois faire, alors, attention, là, on n'est pas encore dans la zone Dark Force de la vente, mais on est dans la ligne. On est dans la plaine, tu vois. Euh, les gens ont besoin qu'on ne remette pas en question leur capacité à comprendre pendant un call de sales. Ouais. Pas leur intelligence, pas leur culture, parce que ça, ils ont normalement une espèce d'objectivité, surtout dans le B2B. Ils viennent pas jouer leur life. Par contre, si pendant le call, ils ont l'impression d'être... Excuse-moi, ça sera bipé. Ouais, t'inquiète. Mais j'ai pas su le sortir autrement. Ça va être compliqué. Ouais. Et je peux te dire que dans cette boîte où je vendais, c'était très dur de pas donner l'impression à la personne d'être... Au mec que c'était un mongol, quoi. Mais il fallait le faire. Donc, pour répondre à ta question en mode value pragmatique, j'allais dire actionnable, mais je supporte pas ce mot et j'ai envie de balayer instantanément quiconque l'emploie. Sachez que actionnable, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand on vous vend quelque chose d'actionnable, on vous vend une simplification extrême de quelque chose d'important, de théoriquement bâti. Tu trouves? Rien qui n'est actionnable ne vient d'autre part que d'une ligne théorique qui a été implémentée dans la réalité, expérimentée, itérée, améliorée, optimisée, déconstruite, mise sous forme d'aphorisme ou de micro-tâches. C'est ça l'actionnable. Mais personne ne trouve un truc actionnable en une fois. Non. Okay, donc, je comprends qu'on soit très intéressé par les fruits prêts à tomber de l'arbre, parce qu'on a la flemme, parce qu'on est des manchots, qu'on n'a pas envie de se faire mal, qu'on n'a pas envie d'être patient. Mais ceux qui ne font que récupérer les fruits qui tombent n'auront jamais la destination, n'auront jamais la longévité, n'auront jamais la performance des gens qui savent apprendre à planter des arbres, à les entretenir, à les couper, à les faire vivre longtemps et à choisir quel fruit est bon. D'accord ? Donc oui, si vous adorez l'actionnable et que vous considérez que quiconque ne jure pas par l'actionnable n'a pas à être écouté, c'est pas avec moi qu'il faut parler. Par contre, si vous acceptez le trajet théorique, le trajet expérimental, le trajet itératif et le trajet d'optimisation, qui va piétiner votre humilité, piétiner vos certitudes, piétiner votre niveau intellectuel et vous obliger à vous extraire d'une trop basse condition pour monter à un niveau supérieur, hein, c'est ce qu'on appelle la difficulté. La difficulté révèle le point d'effort nécessaire. L'effort nécessaire, s'il est fourni, fait monter la compétence, fait monter l'avancement, etc. Là, quand vous allez toucher la forme actionnable de ce que vous avez géré, appris, conçu ou quoi, ce sera létal. Parce que ça viendra de quelque chose de construit. Récupérer un truc actionnable dans le bas d'un paragraphe d'un livre imprimé à l'arrache sur Amazon par un pseudo-auteur à succès entrepreneurial, ça s'appelle, on va rester poli, brasser de l'air. D'accord ? C'est tout. Maintenant, libre à chacun. Vous voulez travailler ou pas ? Moi, quand on vient me gonfler avec de l'actionnable, tu es là pour travailler ou pas ? C'est pas un travail d'être malin. C'est pas un travail d'avoir la chance de tomber sur un pseudo-conseil dans un livre. C'est pas un travail d'acheter un livre. Je veux bien que tu complémentes ton travail avec tout ce que tu veux, même si tu trouves des réponses dans le mar de café, dans le dos de ta... Tu sais, il y a une phrase qui dit certains lisent le rouge et le noir et n'y voient qu'un énième renan d'aventure, alors que d'autres percent les secrets de l'univers au dos d'une boîte de céréales. Tu vois ? Vous êtes la moitié de la connaissance qui vous atteint. C'est ce que vous en ferez. On revient sur la situation, l'obstacle. C'est vous qui en faites quelque chose. Mais quand vous tombez sur quelque chose d'actionnable et que vous me dites bah ça suffit ça, on va utiliser ça, comme ça on va pas trop se fatiguer, c'est génial. Ça vient même pas de votre cerveau, même pas du cerveau d'un gars que vous connaissez. C'est pas du travail. Vous venez, encore une fois, de vous révéler à mes yeux et aux yeux de ceux qui seront attentifs comme un élément non viable d'un point de vue professionnel et technique. Je vous appellerai quand j'aurai besoin d'ouvrir des portes et d'enfermer, de ramasser un tapis dehors, d'aller conduire ma daronne à la gare. Je vous appellerai pour ça. Parce que je saurai que vous, si je vous donne pas tout dans la main, dans la bouche, pré-mâché, c'est pas votre zone. Il n'y a pas de problème. Donc faites gaffe quand vous vous manifestez dans ce genre de comportement-là, si c'est pas vraiment ce que vous êtes. Attention, désolé pour ce petit coup de gueule passager, mais tu sentais qu'il était nécessaire. Ouais, je sentais, là j'ai senti. je sais même plus d'où on venait juste avant. Non, alors même moi je sais plus, mais en fait c'était pour toi les éléments, on disait l'élément, parce qu'en fait tu sais la sortie de piste, on est passé en hors piste. Dès que t'as dit actionnable, et t'as dit oh, et là... Ouais, je suis sorti totalement. D'ailleurs, mes sorties de piste, plus elles sont sincères et fortes dans mon esprit, plus elles me déconnectent de la piste d'origine. Tu vois. Oh, non, non, en gros, c'était les éléments de réussite sur un R1 issu d'un outbound. Ouais, bon, pour la faire simple, quand vous arrivez dans un R1 outbound, la dernière chose à faire si vous êtes sales, c'est de nier
la responsabilité que vous avez de sortir un peu les rames pour essayer de faire approcher l'état d'esprit et l'état émotionnel, c'est un peu tiré par les cheveux comme terme, du prospect vers celui d'un prospect outbound. Inbound, oui, inbound, oh là là, putain, le mec est pas bon aujourd'hui, hein, il dit vert pour rouge, il dit... C'est-à-dire que vous ne séduirez personne qui est déjà braqué. Ça n'existe pas, d'accord ? Évidemment, tous les prospects outbound ne viennent pas braquer, surtout dans le B2B, il y en a, c'est leur quotidien de venir à des calls. Il y a un truc qui ne se sait pas dans le B2B, c'est qu'il y a des postes assistés à des calls de vente, pas pour regarder des vendeurs faire ou pas pour eux-mêmes vendre, mais pour eux être le prospect, c'est 20, 30, 40% de leur temps. Ah ouais ? Et d'ailleurs, plus ils peuvent en faire, plus ils passent du temps à faire semblant de travailler, qu'on soit très clair là-dessus. Moi, j'ai eu des prospects qui m'ont dit frontal, hein. Cette semaine, j'avais besoin de lever le pied. J'ai pris un call de vente avec toi et tes 5 concurrents et ça me va très bien. On m'a dit que sur le trimestre, je devais benchmarker ce sujet. Bah, vas-y. Moi, et qu'est-ce que tu veux dire ? C'est OK, le mec vient de te donner la vérité. Donc déjà, tu sais que l'enjeu du gars, il est comme ça. Tu vois ? Après, c'est à toi de décider. Donc, juste, je ne comprends pas les gens qui nient l'effort qui va être inévitable. L'effort qui est inévitable en début de call R1 outbound, c'est de rendre un peu plus chaleureux l'échange. Et chaleureux ne veut surtout pas dire détente, super sympa, chill, on brise la glace, on se fait des vannes. Moi, de toute façon, je tutoie. Ça, les gars, encore une fois, c'est pas du sales. Quand vous avez votre entrepreneur préféré parce que il a de la gouaille, il est associé avec un mec un peu plus en lumière, il est un peu BG, il a un style ou je sais pas quoi et qui vous donne l'impression d'être compétent et que le premier conseil qu'il vous donne, c'est moi je les prospects, je les tutoie, machin. Là, vous êtes en train d'écouter un mec en pleine crise d'autosatisfaction qui raconte n'importe quoi. Okay, ça n'est pas un conseil, ça n'est pas de la technique. Un sales, il s'adapte à son interlocuteur. Je rends hommage encore une fois à la personne qui m'a connecté au sales dans ma vie, qui s'appelle Eric Kella, qui fait partie des plus grands sales d'élite qui existent. C'est comme si je te parlais de Maradona dans le foot, littéralement. Hein. Il appelle ça l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire, il y a une fréquence. Ton sales, ton prospect, il est sur une fréquence. Dans la fréquence, on va mettre plusieurs trucs, on va y venir. Ton job, c'est d'avoir travaillé pour que ton radar te permette de comprendre la fréquence du prospect et de t'y mettre. Tu te mets à la fréquence de ton prospect. C'est là où il t'entend. C'est là où il ne te voit pas comme une menace, comme une pression, mais qu'il te voit comme un interlocuteur. Moi, je pensais qu'en gros, tu allais dire un truc du genre, tu as l'onde transactionnelle et tu as l'onde relationnelle. Il faut essayer de basculer le plus possible vers le relationnel en dehors du transactionnel. C'est ça un peu ou pas du tout ? Ouais, en fait, je pense que ce qu'il veut dire par analyse transactionnelle, la fréquence transactionnelle, c'est que la transaction, elle se fera qu'à une seule fréquence. Si tu ne trouves pas cette fréquence-là, tu peux... En fait, si tu ne trouves pas cette fréquence-là, tout ton cycle de vente, c'est une pièce de théâtre qui va se finir par rien. Ouais. C'est un exercice fictif. Si tu trouves la fréquence, tu as une chance que ça se finisse par une transaction. Okay. Tu vois où je veux en venir ? 100%. Imagine 2 personnes qui se rencontrent dans la vie, un garçon, une fille, et qui... il y a une espèce de dynamique séductrice, comme tous les couples l'ont vécu, j'imagine, avant d'être officiellement la moitié de l'autre dans la vie de l'autre. Il y a une dynamique de séduction, mais les deux sont à 1000 lieues de la réalité de ce qu'ils sont. Ils montrent pas leur vraie personnalité, ils montrent pas ils montrent pas la vérité, ils disent des choses en essayant de plaire à l'autre. Et surtout, ils écoutent pas l'autre. Ils parlent tout seuls, en fait. J'ai rarement vu des couples comme ça se mettre ensemble. L'analyse transactionnelle, c'est pas de la manipulation, c'est pas c'est pas de l'hypocrisie ou de la déformation de ce que vous êtes. C'est il y a un seul slot, il y a une seule fréquence où il y aura potentiellement une transaction. Donc déjà, avant de commencer à faire des acrobaties, des machins, des démos, des slides, trouve la fréquence. Ok. Donc, avant de laisser nos amis sur des conseils complètement vagues et très peu concrets et peu actionnables, la fréquence, ça touche à tout ce qui compose votre prospect et ses attentes. D'accord ? Votre prospect, vous allumez la caméra. Je vais extrémiser encore l'exemple parce que c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Vous allumez la caméra et vous tombez sur un vieux monsieur qui a l'air, poncé par la vie, entre guillemets. Tu sens que c'est la fin de carrière pour lui. Qui a une très bonne bouille. Tu vois, tu sens que, je sais pas, lui, si c'est quand même fou parce qu'il le porte vraiment pas sur son visage, tu vois. Qui vous laisse énormément d'espace. Tu vois, il prend pas du tout le lead, mais pas parce qu'il est timide ou quoi, mais tu vois, il est dans la bienveillance la plus totale ou quoi. Tu sais que t'as besoin de prendre ton espace. Voilà. Et un peu hésitant, un peu confus sur le début de conversation et les sujets.
vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin qu'on prenne le lead. D'accord ? Donc vous devez combler l'espace que votre prospect refuse de combler, mais vous ne devez pas dominer votre prospect. La dernière chose dont ce mec a besoin, c'est que vous lui parliez comme un enfant de 16 ans qui comprend rien. Parce qu'en fait, vous êtes en train de parler à un monsieur de 60 ans qui potentiellement, avant vous, a accompli 150 000 fois plus que vous n'accomplirez dans toute votre vie. Vous en savez rien ou pas, ou l'inverse. Mais en tous les cas, c'est pas à vous de faire une supposition. Plutôt que de parler d'analyse de fréquence, etc., pensez à compléter votre prospect. Ok. Complétez-le. En gros, c'est la part d'incertitude que lui va avoir. Toi, remplis-la avec de la certitude. Voilà, c'est ça. Si vous sentez que votre prospect est froid, n'arrivez pas ultra chaud. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, est-ce que ceux qui ont fait de la restauration, ils ont tous fait ce test de débile ? Vous passez un verre sous l'eau bouillante pour faire un Irish coffee ou une connerie comme ça en général dans le service. Vous oubliez que ce verre-là, vous l'avez ébouillanté et vous le passez sous l'eau froide parce que vous pensez que c'est un verre à laver. Qu'est-ce qui se passe ? Instantanément, le verre casse. Choc thermique. Ah ouais ? Si ça vous est déjà arrivé en plein service, moi ça m'est arrivé, ça m'a ouvert les mains. Enfin, c'est très courant, très très fréquent. Choc thermique. Bon, on a fini le cours de physique-chimie. Et bah, une relation entre un prospect et un individu commercial, peu importe qu'il soit dirigeant ou sales, enfin il est là pour vendre, qui ne se connaissent pas encore, ça peut arriver. Le prospect est froid, vous arrivez trop chaud, ça casse. L'inverse est totalement vrai. Le prospect, il arrive ultra déter, gentil, ouvert, un peu trop parfois. Genre, tu sens qu'il est prêt à vous payer pour être juste au rendez-vous. Ça arrive, hein, ça existe. Hein. Et vous la jouez bien au-dessus du vrai niveau que vous avez. Bah, c'est froid, trop froid par rapport à la chaleur qui est amenée par le prospect. Ce que veut dire l'analyse transactionnelle et la fréquence, c'est que c'est à vous de vous adapter. C'est pas au prospect de s'adapter. Et je vois trop de call sales où je sens un effort d'adaptation du prospect et aucun du côté du sales. Okay ? Que le prospect il finisse par s'adapter un petit peu à vous au cours de l'échange, c'est un peu naturel. J'ai envie de te dire, on a un peu une force mimétique dans nos comportements. C'est aussi comme ça qu'on manifeste l'attachement, qu'on manifeste l'adéquation avec un autre individu. On va commencer à dire les... Voilà. Mais ça se manifeste progressivement. Vous devez vous adapter. J'ai trouvé une meilleure métaphore que tout à l'heure avec le truc du couple qui était complètement bancal. Pour ceux qui font de la musique, imaginez un orchestre, un ensemble d'instruments, et vous allez potentiellement jouer une partie d'un concert, d'un mouvement, en duo avec un autre instrumentiste du groupe. C'est ce fameux prospect. Et lui, il arrive avec son violon, son truc, son quoi, il est accordé d'une certaine manière. Mais il vous a rien demandé, lui, il est juste venu. Et vous voulez jouer en duo avec lui. C'est ce que le sales, c'est ça, hein, c'est toi qui veux que le gars te parle. Et vous arrivez, mais votre instrument n'est pas accordé de la même manière. Pourquoi vous commenceriez à jouer ? Ouais. Tu vois ? Et surtout, pourquoi vous attendriez que ce soit le prospect qui dise « Oh, on n'est pas sur la même tonalité, mon ami, on a besoin de se raccorder, bouge pas, je m'en occupe. » Non, c'est vous qui devez vous accorder. C'est vous qui voulez jouer avec lui. Ok ? Et ça ne veut pas dire que parce que vous allez jouer avec lui, même si vous êtes parfaitement accordé, ça va donner quelque chose. Par contre, il n'y a aucune chance que ça donne quelque chose si vous ne vous accordez pas. Ouais. Donc plutôt que de dire c'est quoi les tips, Slack, les machins, il y a déjà cette mentalité, les bons sales, ils ont cette mentalité, c'est quoi le rédhibitoire et l'indispensable ? Ce que j'ai interdiction de ne pas faire et ce que j'ai interdiction de faire. Si déjà vous maîtrisez un peu ça, vous allez avancer dans votre R1 avec plus de confiance. Maintenant, le R1, c'est un point difficile parce qu'il rassemble énormément d'enjeux différents. Il y a l'enjeu de prouver votre autorité, votre capacité. Il y a l'enjeu de dégager un capital sympathie. Il y a l'enjeu de surtout comprendre si le prospect est dans une zone de qualification cohérente avec votre cible. Et si ça n'a pas l'air d'être le cas sur les premières salves de questions, est-ce que c'est parce qu'il y a des infos un peu trop floues ou est-ce qu'effectivement il est hors qualification ou au contraire pleine qualification ? On peut se tromper sur ce qu'on comprend d'un truc. Donc, dans la qualification, les choses les plus importantes, c'est la clarification de la qualification. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. C'est un pêcheur qui pêche au filet, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc vous allez lancer des filets assez massifs dans un truc. Il faut que vous compreniez que dans la pêche professionnelle et même non professionnelle, la plupart des espèces pêchées sur les littoraux sont réglementées en gabarit. Ça veut dire que vous avez le droit de pêcher des bonites, des Saint-Jacques, des ce que vous voulez, mais il y a un gabarit à respecter. Comme pour faut qu'ils aient atteint un certain âge ou une certaine croissance pour avoir le droit de les sortir et donc de les sortir de l'écosystème et de les tuer. Et donc, en général, les pêcheurs rejettent à l'eau ce qui n'est pas qualifié, ce qui n'est pas dans le bon gabarit. Okay ? Les gens qui qualifient mais qui ne clarifient pas leur qualification, c'est comme un mec qui balance un filet énorme, il remonte tout l'océan avec des baskets, des PS5, des poissons, des moules, etc. Et il contrôle pas ce qu'il a dans le filet. Il dit hop, on va à la criée, on va vendre ça.
Et puis là, tu as une dame qui vient acheter une bonite, tu lui donnes une PS5. Elle va te regarder en mode bah non, en fait, c'est pas comestible avec ma sauce au beurre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la qualification, c'est la récolte. La clarification de qualification, c'est le contrôle de la récolte. Ok, ça, c'est un des points les plus critiques du R1. C'est un peu middle level. C'est-à-dire, c'est pas débutant, ça. Hein. Tu commences à parler de ça quand t'as déjà brossé pas mal de R1, t'as commencé à comprendre la structure de questionnement, t'as commencé aussi à t'exposer à différents profils de prospects dans ta niche et dans ton persona, donc t'es plus surpris ou alors très rarement par des profils. Et il faut cette phase où vous vous faites surprendre. Tu sais, c'est comme quand tu commences à bosser dans un resto ou dans une boîte en tant que serveur ou quoi, et que tu commences à découvrir le parc habitué, le parc des habitués, tu vois. Les quelques 50-60 clients qui viennent régulièrement, c'est en général des personnalités qui n'ont rien à voir les unes entre les autres, des sujets, des allergies, des habitudes, des familles, quoi. Une fois que tu as un peu vu plusieurs fois, tu commences à maîtriser l'univers habitué de ce restaurant-là, tu te sens très à l'aise parce que tu dis, ah, tiens, il y a Bernard qui arrive. Alors lui, il supporte pas quand ça met plus de 10 minutes à venir prendre sa commande. Tu sais que Bernard, tu vois, mais il faut que tu acceptes de faire toutes les erreurs qui vont révéler les différentes habitudes, les différents critères ou quoi. Et là, je parle pas dans un call R1, je parle dans tous les premiers calls R1 que vous allez faire au début. C'est normal que vous soyez un peu dans une incertitude, etc. Donc les gens qui sont en panique parce que sur leur première phase de carrière, ils sont pas bien dans les R1, dans la nouvelle boîte où ils sont, c'est juste normal, les amis. Il faut accepter. Par contre, construisez votre confort petit à petit, soyez pas passif. J'arrive à saisir ton propos. Et le public qui ne collera pas avec toi, c'est le public actionnable. Ouais, mais du coup, je vais dire quoi? Non, Ouais. c'est pas comme ça. Mais pour moi, c'est pas des sales. Ils peuvent pas être sales, en fait. C'est pas grave, hein. Vous êtes certainement des humains géniaux et vous ferez des belles choses, mais un sales, il a besoin de cette finesse. Il peut pas se contenter d'être un personnage de jeu vidéo qui réagit d'une manière quand on appuie sur triangle et d'une autre quand on appuie sur L1. C'est pas ça le sales. Sinon, comment veux-tu que l'IA ne t'écrase pas si t'es juste quelqu'un qui répond à des commandes brutes, tu vois? En fait, ça a fait de toi un caissier, clairement. Et franchement, toi et moi, je pense qu'il nous faudrait 3-4 épisodes. Parce qu'en plus, je dois filer sur un call, etc. Mais c'est Ouais, incroyable. t'inquiète pas, Mais on a le temps, l'année devant nous encore. on l'espère en tout cas. Et c'est que, tu sais, moi, ce qui me rend ouf, ce qui rend ouf, c'est les gens qui vont te créer des solutions. Ouais, écoute, ça remplace tes closers, etc. L'IA qui close pour toi, machin. Euh, T'inquiète. C'est même le truc de le SaaS qui te met, je pense que, qui te met une IA, qui analyse ton prospect, qui te dit et qui te chuchote qu'est-ce qu'il faut dire que. En fait, c'est lunaire déjà, parce que pour moi, c'est du bluff. L'IA ne peut pas saisir des choses qui sont pas palpables, déjà de une. Deuxièmement, bah, si tu carbures à ça, en fait, autant mettre l'IA directement, pourquoi tu parles là? Et troisièmement, pour moi, le sales, c'est l'un des métiers, si ce n'est le métier qui a le plus besoin de relationnel et de coaching humain. Il y a des trucs qui s'apprennent sans humain. Le sales, pour moi, tu peux pas remplacer un humain. Comme tu n'as jamais commandé des hommes avec un robot. Non, c'est clair. Et les gens ont du mal à réaliser que le sales se passe 100% dans des échanges humains pour l'instant. Ouais. Et en fait, Il se passe rien de sales en dehors de ça. c'est que ta capacité à créer de la relation. Et purée. Et je suis rarement sorti avec toi d'un épisode en mode frustré parce que purée. En fait, tu sais, on se rapproche à chaque fois. Et toi et moi, on est des grands menteurs parce que, ouais, vas-y, vas-y, value, machin, viens en structure. Après moi, je te le dis, j'ai des retours excellents de l'épisode qu'on a sorti. Les gens ont été, je le souligne parce que t'as des déboires actuellement avec ce truc-là, mais les gens ont été assez impressionnés de mon côté par la quantité de petits formats que t'as sortis du grand format d'origine dans une vitesse qui est encore inédite dans ma part de marché à moi, tu vois. Donc les gens trouvent la valeur. C'est juste que nous, on a l'impression qu'on n'a pas été assez exploitable Ouais, c'est ça, dans le exactement. truc. On va essayer de progresser. Ok, Ouais, soyez pas trop dur avec nous, on essaie de progresser. D'un autre Ouais, de côté, ouf. vous savez que vous serez servi. Parce que ça fait du bien, je pense, d'avoir ce genre de format-là aussi, tu vois. C'est du format qui s'écoute et qui est agréable à écouter, je pense. Sans vouloir dire ouais quand je jette des roses, tu vois. Ah, si on a du mal à y échapper, c'est qu'il est naturel aussi un petit peu Ouais. pour nous. C'est que Que il reprend son poste, quoi. Ouais, c'est chasse le naturel, il revient au galop, je crois, c'est ça. C'est ça. Là, il revient très au galop. Ouais. Et donc, de toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre tout ce qu'il y a à cet homme qui est Basile et qui est franchement, j'ai rarement. Et moi, j'ai fait des podcasts, j'ai beaucoup été host, etc. Ouais.
sais qu'il y a des podcasts que j'ai pas sortis. Il y en a 2 ou 3. J'ai pas. Ah, que t'as enregistré? Je Ouais. peux pas. Le feeling, il passe pas. Je suis incapable de dire je vais affiner mon image et je sens que c'était du forcé, que tu sais, tu dois compenser. Ouais, je comprends. Ah, c'est dur Pas ça. possible. Il y a peut-être 2 ou 3 que j'ai cut là. Oui, il y en a peut-être 2 ou 3. Ça va pas avec moi. Ah, après, tu contrôles ta DA, tu contrôles ton format, et puis encore une fois, sortir quelque chose qui n'aura pas de lieu d'être parce que finalement la récolte est mauvaise. Comme tu disais, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Hein. Ouais. C'est comme les grands œnologues et maîtres de cave quand il y a une récolte sur les très grandes maisons de champagne et qui goûtent et qui se disent bon bah là cette année on n'arrivera pas à sortir la qualité habituelle, ils sortent rien. Hein. C'est très dur, mais c'est un choix noble quand il est mené avec Surtout précision. Tu vois. comme moi, tu es dans une direction de te dire il faut du volume de content. Exactement. C'est-à-dire que tu vas contre tes intérêts, mais c'est pour ça que je trouve que c'est noble, tu vois. Ouais, 100%. De toute façon, on leur dit à la prochaine, on vous dit à la prochaine et on espère Ouais, avec grand plaisir, Mehdi. des grands bangers. Avec grand plaisir. Prends soin de toi et on se reparle très vite. De Mies, ciao, ciao. Salut tout le monde.